Bonsoir à tout le monde, hein. Ah, ah, voilà, c'est ça, oui. C'est Angélique qui a cliqué sur le bouton. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà, je m'appelle Alain Thierry. Je suis président du Collège des experts en pédagogie PNL. Vous savez que c'est un nouveau collège qui a été créé au sein d'NL-PNL, la Fédération des associations des certifiés en PNL. Et au sein de ce collège, effectivement, ce qu'on souhaite, c'est regrouper les gens qui ont fait des formations sur les stratégies PNL d'apprentissage. Et on organise plusieurs activités, notamment des supervisions une fois par mois. Mais aussi, on essaye d'organiser des conférences. Et donc, ce soir, nous accueillons Valérie Mounier, thérapeute familiale et thérapeute PNL, formatrice en PNL. Elle a une maîtrise en droit international. Elle a été enseignante auprès d'adolescents pendant 6 ans. Elle est maître praticienne PNL depuis une vingtaine d'années. Elle est également formée en hypnose ericksonienne et en thérapie familiale. Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement psychologique des enfants, d'adolescents et de leurs familles. Elle est auteure de 3 livres sur le sujet. Elle anime des formations sur ce sujet pour des professionnels en France, en Espagne, mais aussi en Belgique, en Suisse et au Canada. Alors, je voulais l'inviter ce soir au sein de notre collège, car je trouve vraiment que son travail est très complémentaire à notre travail sur les stratégies d'apprentissage. Et donc, j'avais envie qu'elle puisse présenter ça et qu'en fait, tous les gens qui s'intéressent aux stratégies d'apprentissage PNL puissent voir le travail qui est vraiment parallèle et qui est vraiment la deuxième facette dès qu'on veut travailler avec des enfants. Et je pense que Valérie Mounier est vraiment un exemple de compétence dans le domaine. Et donc, Valérie, je suis vraiment ravi de t'accueillir ce soir. Merci Je te Alain. laisse. Merci. Alors, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter pour me présenter. Je crois que tu as tout dit. Donc, voilà. Alors, le thème aujourd'hui, ce que tu m'as demandé, Alain, et je suis très, très contente d'être là et puis de pouvoir partager justement, comme tu dis, quelque chose qui est parallèle au travail que tu proposes et que pratiquent beaucoup de personnes qui sont présentes aujourd'hui aussi. Moi, ce que je fais effectivement, c'est aider les enfants qui sont en difficulté, alors pas seulement par rapport à l'apprentissage, hein, mais en fait, quelles que soient les situations. Là, je vais recentrer, hein, puisque c'est ta demande, pour vraiment m'orienter plus là-dessus. Alors, ce qui est certain, c'est que dès que vous avez des enfants vous recevez des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, il y a la pédagogie PNL, dont moi je ne suis pas du tout experte, mais je sais que ça fonctionne très très bien. Après, il y a d'autres enfants qui peuvent venir en consultation, et c'est ça, je trouve, il me semble qui est intéressant, qui ont des difficultés d'apprentissage, mais oui et non. C'est-à-dire que c'est toujours la question de savoir où est le problème, hein. Et moi, j'ai toujours que le problème n'est pas le problème, que les parents, quand ils viennent, nous disent voilà le problème, comme s'ils nous donnaient un gros paquet en disant voilà, c'est ça. Et puis, en fait, bien sûr, on les écoute. On les écoute parce qu'ils interprètent ce qui se passe, ils donnent du sens à ce qui se passe, bien entendu, par rapport aux difficultés de l'enfant, par rapport à leurs croyances, hein. S'ils pensent qu'il a un problème d'apprentissage, il a un problème d'apprentissage. Mais moi, les enfants que je rencontre très souvent ont un symptôme, hein, c'est-à-dire la conséquence, c'est un problème d'apprentissage, mais parfois, il n'y a pas forcément de problème d'apprentissage. Donc, quand c'est un problème d'apprentissage, vous savez où aller et vous travaillez avec toute l'approche d'Alain. Et parfois, moi, les enfants que je reçois depuis presque 20 ans maintenant, hein, parce que je m'y suis mise à un moment donné parce qu'on m'a demandé tout simplement, eh bien, les personnes viennent en disant il a un problème d'apprentissage, et en fait, ce n'est pas ça du tout. Il y a la conséquence qui va avoir du mal, par exemple, à se concentrer. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être un ado. Et les parents ou les enseignants analysent cela de cette manière-là parce que c'est la constatation, c'est le constat. Mais en réalité, le problème est parfois tout à fait ailleurs. C'est-à-dire que le problème, c'est un petit peu ça que je développerai avec vous aujourd'hui, le problème, c'est parfois simplement quelque chose dans la situation familiale. Ça peut être la séparation des parents, ça peut être la place dans la famille, ça c'est vraiment un thème qui est au cœur de tout. Ça peut être des choses qui se passent à l'école, hein, mais ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec l'école aussi. Donc c'est pour ça que c'est tellement intéressant d'aller explorer au plus large pour voir quel est le vrai problème. Hein, donc, est-ce que c'est un problème d'apprentissage spécifique ou est-ce que
la conséquence, la résultante de certaines difficultés qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage se répercute là-dessus. Et en réalité, il y a autre chose à traiter, je dirais, avant. Parce qu'évidemment, un enfant qui a des problèmes d'apprentissage, si on ne s'en occupe pas, si on ne l'aide pas, il va finir par en avoir des vrais. Ça peut s'accentuer, j'imagine, avec le temps. Mais très souvent, évidemment, parmi les personnes que je reçois, je ne parle que de ce que je connais, les personnes viennent en disant, voilà, il y a ça. Et puis en fait, non, ce n'est pas forcément ça. Et ce qui est bien, c'est que les enfants, ils vous disent tout de suite la vérité, donc on va assez vite en général. Et ce que je voulais vous dire aussi, donc c'est ça. Et puis parfois, c'est l'inverse, d'une certaine manière, c'est que les personnes vont venir, les parents vont venir en disant, voilà, il y a des problèmes à la maison. Je cite parfois le cas d'une fille de 11 ans qui était l'aînée de 4 et qui avait des gros problèmes pour trouver sa place à la maison, c'est-à-dire qu'en clair, elle disait qu'elle ne voulait plus être l'aînée, donc elle vient me voir parce qu'elle ne veut plus être l'aînée. Et en fait, cette problématique-là, qui était liée à plein de choses dans la famille, bien entendu, vous vous en doutez, faisait qu'au final, à l'école, elle perdait de plus en plus les pédales. Donc, elle avait de plus en plus de difficultés. D'accord ? Donc, je pense que c'est important de voir que tout ça, effectivement, non seulement c'est parallèle, mais en plus, ça se combine, on ne sait pas trop comment. Et c'est toujours important de se dire, voilà, l'enfant qui a des problèmes d'apprentissage, c'est clair, il a ça. Vous avez des méthodes pour ça, mais en même temps, il y a peut-être autre chose à traiter, si j'ose dire, en tout cas à débusquer, à comprendre sur d'autres plans et qui ont cette conséquence. Moi, ce que je vais vous proposer de faire maintenant, mais on n'a pas besoin de se mettre en salle pour ça, ça va être de prendre juste 3 minutes, vraiment chacun ou chacune pour soi, et puis de repenser pour vous à une situation dans le passé, quand vous étiez enfant ou ado, où vous avez dû, je pense plus enfant, apprendre, je sais pas, une leçon, on peut souvent apprendre des leçons quand même parfois un peu compliquées, en tout cas quelque chose à apprendre, quelle que soit la matière, et vous caliez dessus. Et c'est juste prendre 2-3 minutes donc, en vous disant, voilà, je me souviens de tel exemple où vraiment j'avais du mal. Je sais pas, moi j'ai un exemple, si je peux vous le donner si vous voulez. Je pense que vous allez peut-être en trouver aussi. Si vous n'avez jamais eu de problème d'apprentissage ou par rapport à une leçon, par exemple, tant mieux. Moi, je me souviens quand j'avais 9 ans, au programme, il y avait les parallèles et les méridiens. Et mon père m'expliquait ça très, très gentiment, sauf que je n'y comprenais rien. Je n'y comprenais rien, pas parce que j'avais des problèmes d'apprentissage, mais parce que dans cette situation-là, ce que j'avais, c'est que je n'arrivais pas à me les représenter, je n'arrivais pas à les voir. Les parallèles, oui, en maths, on sait, mais des parallèles comme ça dans l'espace, ou je ne sais pas quoi, des méridiens, des trucs qui se croisent qu'on ne voit jamais, je n'y arrivais pas. C'était trop abstrait. Et puis, le pauvre, il faisait de son mieux pour m'aider, mais il me répétait à chaque fois que c'était vraiment facile. Donc, c'est vrai que quand on vous dit que c'est facile, au moment où vous commencez à peiner, ça bloque. Donc, ça n'aide pas beaucoup. Qu'on vous le dise avant de démarrer, ça peut être sympa. Tu verras, c'est facile pour rassurer, c'est bien. Mais si on vous le dit au moment où vous êtes en difficulté, moi, je reçois beaucoup de familles, effectivement, les enfants, ils bloquent parce que tout d'un coup, ils se disent, je suis bête ou quoi. Donc, c'est juste ça. Si vous voulez bien prendre 2-3 minutes, et puis vraiment chacun pour soi, noter une situation comme ça, toute simple, basique, où ça a été un peu compliqué, et surtout prendre le temps de vous dire qu'est-ce qui fait que c'était compliqué. Est-ce que c'était vraiment la matière ou autre chose? Mais juste pour vous, après vous en ferez ce que vous voudrez. Vraiment sans trop réfléchir, juste voir s'il y a quelque chose qui vous vient, et puis de vous dire finalement quel était le vrai problème dans cette situation, bien entendu.
c'est pas un devoir, hein. Faites ça tranquillement, c'est léger. Hein. C'est bon? Alors, est-ce que quelqu'un veut bien partager spontanément? C'est pas noté. Juste pour dire ce que ça vous a inspiré, ce truc-là, cette petite question. Donc, vous pouvez enlever les micros, hein, si vous voulez, bien sûr. Moi, je veux bien partager. Merci. Alors moi, c'était les blocages où j'avais le plus de mal à apprendre, c'était l'histoire-géographie. Et quand je me suis demandé, voilà, je me suis posée, alors au début, pour moi, il y avait beaucoup de textes à apprendre. Et alors après, j'ai fait le lien avec la biologie où il y avait aussi beaucoup de textes et pourtant en biologie, j'avais pas de problème. Et je pense qu'en histoire, alors soit c'est parce que ça parlait du passé et pour moi, c'était... Et je faisais pas de lien avec ma vie. Autant la biologie, ça m'aidait à comprendre comment je fonctionne. Autant en histoire-géographie, bon, surtout l'époque contemporaine, en fait, je me sentais pas concernée. Voilà. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut juste partager 2 minutes? Moi, je veux bien aussi. Oui, Et je rejoins un peu ce que vient de dire Cécile. C'était pour moi, sur tout mon parcours, toujours un manque d'intérêt, en fait, pour comprendre à quoi, dans l'instant, ce qu'on me présentait, qu'est-ce que ça allait m'amener, à quoi ça allait me servir. Voilà, manque de sens, en fait. en 2 sens, ouais. Ouais. Pour les adolescents, c'est souvent ça. Oui, mais même dès l'enfance, c'est vrai que j'avais déjà je pense, déjà ça. D'accord. Ça, c'est certain. Merci. Quelqu'un d'autre? On continue. Moi, je veux bien. Oui, Aurore? Donc, moi, je me souviens très bien, c'était une matière, je devais avoir 12 ans, donc j'étais ma dernière année de primaire. Et j'ai bloqué sur la matière, sur l'alimentation, glucides, lipides. Voilà, je comprenais pas. Enfin, voilà, il fallait étudier. Enfin, voilà, je comprenais pas ce que c'était. D'ailleurs, je comprends toujours pas. Et voilà, ces termes-là, enfin, je me souviens que ma mère s'est acharnée sur moi. J'étais plutôt bonne élève, mais c'est une matière qui est jamais passée. Donc, j'étais complètement bloquée. D'accord. Très bien. Merci. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir ce soir. On va voir déjà dans quel cas, pour quel type de problématique on peut intervenir avec des techniques spécifiques de PNL ou de systémie. On parlera un petit peu des parents, du rôle des parents là-dedans aussi, parce que c'est vraiment important. Donc, quel genre de travail on va faire avec les enfants ou les adolescents, en sachant que c'est un petit peu plus les enfants dont on va parler. Et puis, tout ce qui nous empêche de faire le travail, parce qu'il y a aussi des difficultés autres que celles qu'on vient d'évoquer là. Et puis après, je vous parlerai un petit peu plus de la concentration, de la motivation, de ce que j'ai pu moi observer et comment j'aborde ces thèmes-là en PNL. Il y a plusieurs personnes parmi vous que je connais bien, qui sont venues à mes formations, qui connaissent déjà un petit peu tout ça. Et puis ensuite, je vous présenterai un PowerPoint avec quelques dessins d'enfants et puis je vous nommerai ou expliquerai un petit peu aussi comme cela différentes techniques. Je n'aime pas trop le terme de technique, mais enfin, je n'ai pas d'autres mots, d'autres manières d'accompagner les enfants par rapport à leur peur, parce qu'au final, ce qu'on va essentiellement travailler, ça va être tout ce qui tourne autour des peurs, du manque de confiance en soi, de tout ce qui est croyance. Hein. Un enfant qui dit « de toute façon, j'y arriverai jamais », c'est sûr qu'il y a du travail à faire par rapport à ce qu'il pense. Donc, tout ça, ça va être extrêmement important. Donc, le premier point, j'en parlais tout à l'heure, c'est de distinguer le résultat, qui est difficulté à l'école, on va dire, simplifié, et là où les causes. Les causes, elles peuvent être multiples, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, et un problème à l'école n'est pas forcément un problème à l'école. C'est-à-dire que ce qui se passe et qui gêne à l'école n'a peut-être rien à voir avec l'école, ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut être, à votre avis? Moi j'aime bien qu'on participe ensemble. Alors, c'est vrai que les micros sont coupés. Angélique, est-ce que tu penses que si les personnes mettent les micros, on peut bien s'entendre et puis interagir? C'est possible? Oui, sans problème.
Oui, ça fonctionne? Ouais. D'accord. Si quelqu'un a du bruit autour, là, c'est différent, si on leur mettait le micro. Sinon, j'aime bien qu'on puisse partager un petit peu. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Un enfant qui a des problèmes à l'école, mais les problèmes, on va dire, se situent à la maison. Qu'est-ce que ça peut être dans votre pratique? Vous travaillez tous avec des conflits familiaux, Pardon? Caroline? un manque de confiance en soi, Oui. des conflits familiaux. Isabelle? Oui, merci. Des conflits Pardon. familiaux? Oui. Alors, quel genre de conflit ça va être? Des parents qui se disputent, ou il peut avoir peur d'un parent qui est un peu vif au moment de faire les devoirs, qui a beaucoup d'attentes Oui. aussi au moment de se faire les devoirs. Bon, ça sort Oui. un peu du cadre de conflit, mais ça peut générer du conflit au moment de faire les devoirs, ouais. Ça, c'est un moment très important, oui. Tout à fait. Je suis sur le thème de l'école. Oui. Le stress? Le stress de qui, Cécile? Le stress que lui ressent et qui peut venir aussi bien des parents que des enseignants, Eh oui. de l'extérieur. Hein. Ouais. Moi, avec les ados, quand ils viennent pour du stress, je leur demande toujours de me dessiner le stress. J'utilise beaucoup les dessins. Et en général, ils me regardent avec des yeux un peu étonnés. Alors maintenant, je les préviens, je leur dis, écoute, je vais te demander un truc un peu bizarre, mais le stress que tu sens là, je fais toujours ressentir vraiment dans le corps. J'aimerais que tu le sortes et que tu me le dessines là parce que j'ai besoin de voir à quoi il ressemble. Et ça, c'est vraiment très, très puissant. Et pour les personnes qui connaissent, on fait une externalisation. Ensuite, on fait modifier le stress, la représentation, donc le dessin. Donc, le stress, oui, tout à fait, y compris celui des parents. Moi, je me souviens d'une petite qui venait parce qu'elle était, d'après la maman, stressée parce qu'elle avait eu 1 ou 2 mauvaises notes peut-être en CE1 ou en CE2. Et je fais la séance avec l'enfant. Et à la fin de la séance, justement, on avait fait une externalisation. Moi, j'avais l'impression qu'elle n'allait pas si mal que ça, elle n'était pas si angoissée que ça, pas si stressée que ça, l'enfant. Mais bon, moi, je fais le travail qu'on me demande de faire. Et la maman revient à la fin de la séance et la petite se tourne vers sa maman au moment où elle ouvre la porte, elle rentre et dit « Toi, maman, c'est toi qui devrais venir parce que c'est toi qui es stressée. » Et là, la maman qui fond en larmes en disant « Mais moi, j'en peux plus à mon travail, etc. » Alors, c'est vraiment intéressant parce que, comme disait Alain tout à l'heure, je suis formée à la PNL, à l'hypnose, mais aussi à l'approche systémique, thérapie familiale systémique, ce qui me permet de recevoir la personne qui souffre le plus de la situation. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que j'ai reçu d'abord la petite, par exemple, dans ce cas-là, parce que d'après la maman, elle était stressée. On a fait un travail, bon, ben voilà, je l'ai vu une fois. Et puis, la maman, effectivement, m'a dit, oui, c'est moi qui suis stressée à mon travail. Et puis, en plus, je me dis que ma fille, avec les notes qu'elle a eues la semaine dernière, elle ne fera jamais un bac+5. J'ai dit, venez, madame. Et en général, je n'ai pas besoin de dire aux personnes de venir parce que d'elles-mêmes, et les adultes savent que je reçois aussi des adultes, donc viennent. Et le résultat, c'est que l'enfant va beaucoup mieux après. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de travailler avec celui qui souffre, qui a le problème, entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est celui qui souffre le plus qui a les solutions. Donc, c'est vrai que souvent, il m'arrive de finalement travailler avec les adultes, avec les parents, ou un des parents, ou les 2 parents parfois, pour régler des problèmes qui sont, paraît-il, ceux de l'enfant à l'école, mais pas forcément. C'est pour ça que c'est important de rester très, très ouvert. Moi, j'ai toujours l'impression que je pars en exploration quand les gens arrivent. Parce que je vais entendre des tas de choses, je vais voir un peu comment combiner tout ça, poser des questions. Et puis, au final, on va voir qui est vraiment le plus à même de faire bouger le système pour l'enfant. Mais c'est toujours pour l'enfant. J'ai eu un adolescent un jour qui n'est même pas venu, qui était très agressif avec sa mère, stressé à l'école, enfin, il y avait un peu tout. Pas grand-chose qui allait bien d'après la maman. Il ne voulait pas venir, j'ai proposé à la mère de venir. Elle souffrait terriblement de la situation et on a travaillé sa relation avec lui. Il est venu 2-3 fois et elle m'a dit « Mais mon fils, il va beaucoup mieux maintenant à l'école, ça y est, ça l'intéresse davantage, etc. » Tout ce qui est indirect, finalement, parfois, c'est vraiment ce qui marche le mieux. De l'intérêt de pouvoir recevoir les parents en même temps que les enfants. Moi, je les reçois toujours avec, au moins au début de la première séance, je passe une bonne demi-heure avec eux. Et puis surtout, avant qu'ils viennent, je prends le temps de parler avec eux au téléphone pour savoir qui est vraiment la meilleure personne pour que l'enfant ou l'adolescent aille le mieux possible, en tout cas aille mieux. Donc, effectivement, le stress, oui. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? On a parlé du conflit dans la famille. Oui, pardon? Justement, la peur de décevoir aussi, soit les parents, soit les enseignants, soit les copains-copines, enfin, il peut y avoir. Oui. Tout à fait. Donc, si on revient à la famille, toutes les situations de changement, je dirais, vraiment de changement,
Je me souviens d'un petit garçon qui avait des gros problèmes à l'école et l'institutrice a dit « mais c'est plus possible, il ne comprend plus rien ». Enfin, déjà au début de l'année, ce n'était pas terrible, mais alors là, depuis 15 jours, il ne comprend plus rien, il est complètement dépassé, etc. Moi, je le reçois, je bavarde un peu avec lui, bon, en confiance et tout. Puis au bout d'un moment, il me dit « écoute, est-ce que je peux te dire un secret ?» Moi, j'adore quand il me dit des secrets. Et je dis « bah oui, c'est un secret, évidemment, tu peux me dire. » Il dit « mais tu ne diras pas ?» Je dis « ben non, c'est un secret. » Je dis « non, secret, c'est un secret. » Je dis « c'est quoi ton secret ?» Et il me dit bah, « maman, l'autre soir, elle s'est fâchée très, très fort avec papa. Et puis elle lui a dit « si ça continue comme ça, je m'en vais. » Et depuis, évidemment, il était très mal, y compris à l'école. Mais les parents ont été alertés par l'école. Donc, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que ça fonctionne dans tous les sens. Parce qu'à la maison, ils ne montraient pas trop. Ils s'isolaient un peu, mais c'est tout. D'accord ? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se produire, effectivement. Après, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un deuil dans la famille, ça peut être plein de choses comme ça. Des maladies, des déménagements, des enfants qui arrivent dans une nouvelle école, ils ne connaissent personne, ils sont perdus. Tu parlais des peurs. Claire, oui, la peur de décevoir. On travaille énormément sur les peurs, hein, tu le sais aussi. Hein. On travaille sur les peurs, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'avoir des mauvaises notes, la peur de la maîtresse, la peur de papa et maman qui vont me gronder, la peur de ne pas faire aussi bien que mon grand frère, parce que moi je suis nulle. Hein. C'est toutes les croyances et toutes les peurs qui sont associées à ça. Et puis, vous avez malheureusement des freins à tout ça. Qu'est-ce qui fait que finalement, on va être un peu en difficulté pour aider les enfants à réussir à surmonter tout ça? Quels peuvent être les freins, à votre avis? Le déni? Le déni? Oui. Oui. C'est-à-dire, lui, il dit que tout va bien? Oui. Oui. Hein? Alors pour ça, il y a une technique, je ne sais plus si je vous la montrerai après ou pas dans le PowerPoint, qui est le cercle. Ça, je fais beaucoup avec les adolescents. Je leur demande de mettre dans un cercle avec, vous savez, comme des rayons de vélo, les différents domaines de vie, et puis d'évaluer ces différents domaines de vie. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant, il va mettre l'école, il va mettre papa, maman, mettons qu'il a une petite sœur, lui, il va mettre ses amis, ça j'y tiens, et puis tout ce qu'il aime, ses passions, hein, que ce soit le sport, le dessin ou n'importe quoi. Et donc, il va faire une espèce de panorama comme ça, un dessin, un cercle, avec tous ces différents domaines de vie, et à chaque fois, il va mettre ce qui est bien dedans, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, hein, et puis on va bien différencier ça avec des couleurs, et au final, il va avoir à l'intérieur de ce cercle tout ce qui ne lui convient pas, et ensuite, on va voir comment lui peut agir sur les plans qui le dérangent. D'accord ? Donc, par exemple, le soir, j'attends que papa arrive pour qu'il me fasse faire mes devoirs, mais papa est toujours de mauvaise humeur le soir. Donc, il a marqué « papa, mauvaise humeur le soir ». Et le but, ce n'est pas de juger les autres, hein, c'est de dire ce qui nous gêne, ce qui impacte l'enfant en tout cas. Et à ce moment-là, je vais dire « bon, raconte-moi comment ça se passe ». Parce que là, il ne peut plus être dans le déni, là, il va raconter forcément, hein, comment ça se passe. Et puis, en général, l'enfant me dit, bah oui, mais papa, il arrive et tout, je lui fais un bisou, puis je dis, viens, vite, j'ai des maths à faire. Bon, et ça se passe comment? Ça marche ou ça ne marche pas, hein? Je suis toujours très, très pragmatique, hein, je préviens toujours les personnes qui viennent que tout ce qui marche, tout ce qui fonctionne, on garde, et tout ce qui ne marche pas, on va mettre de côté. Donc là, c'est pareil. Alors, s'il me dit, bah non, il est encore plus de mauvaise humeur. Donc, comment tu pourrais faire autrement? Donc, il y a tout le questionnement, hein, parce que c'est vrai que le déni, c'est important, et qui permet, en faisant raconter les situations à l'enfant, de se rendre compte de ce qui ne lui convient pas, mais surtout de ce qu'il pourrait faire lui pour que ce soit mieux quand même. Parce que lui, il peut considérer qu'il y est pour rien, mais il raconte quand même qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Donc, on prend ce qu'on nous donne, et avec le questionnement, on va arriver à avoir des réponses ou des plaintes. Vous avez tout ce qui est jalousie, hein, dans la famille. Jalousie, il y en a beaucoup. Et comme frein, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous casse un peu le travail? Si on ne trouve pas la fonction positive? Oui, tu peux expliquer, Cécile? Eh bien, si on veut l'amener à changer, à évoluer, Oui. il faut qu'on arrive à déterminer la fonction positive pour qu'on puisse l'amener au changement. Si on la détermine pas, il peut rester bloqué dans ses retranchements et pas vouloir changer parce qu'il y a quelque chose d'important pour lui qui le retient. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment important. Moi, j'aime beaucoup le travail que faisait Moni El-Kaïm en thérapie familiale systémique.
Et il expliquait, par exemple, dans un de ses livres, le cas d'un adolescent qui, à propos de fonction positive, hein, qui avait des notes catastrophiques à l'école et d'une certaine manière, inconsciemment, hein, heureusement ça n'est pas souvent conscient, ça permettait, en le questionnant, hein, c'est ce qu'il avait compris, ça permettait aux parents, je vais aller direct, de rester ensemble. C'est-à-dire que les parents, au lieu qui déjà avaient un problème de couple manifestement, hein, du fait que l'adolescent avait des difficultés à l'école, de comportement, mais aussi à l'école, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils essayaient de trouver des solutions ensemble. Donc, la fonction positive, elle est parfois consciente, elle est parfois inconsciente. Hein, et c'est assez passionnant tout ce qu'il raconte dans ses livres ou ses vidéos, si vous avez l'occasion de regarder, parce que tout est relié dans la famille. Hein. Et lui, je ne vais pas dire qu'il se sacrifiait, cet ado, mais c'était un peu ça. Hein. Son intérêt à lui, c'était que les parents restent ensemble. Eh ben, il avait trouvé ça, parce que là, ils arrivaient à se parler. Ça aurait pu être l'inverse. Hein, et parfois, c'est l'inverse qui se produit. Moi, j'ai eu un adolescent qui m'a expliqué un jour, il avait vraiment des gros problèmes de comportement, il répondait aux profs, alors évidemment, il oubliait de faire ses devoirs, ou il s'en fichait complètement, donc il y avait des résultats de plus en plus catastrophiques, jusqu'à être expulsé, en cours d'année quand même. Et il a fini par me dire, au bout de 3-4 séances, à quoi ça lui servait. Hein, donc, ce que tu disais, c'est de la fonction positive. Je dis, à quoi ça sert tout ça? Il me dit, ça sert à rien, je ne veux pas en cours, de toute façon, j'aime pas ça. Je lui dis, mais à part ça, je lui dis, il y a aussi la question des bénéfices secondaires. Hein, donc, qu'est-ce qui va être différent puisque maintenant, tu n'as plus le droit de finir ton année. Alors, il devait rester 15 jours ou 3 semaines, hein, je ne sais plus, c'est juste avant le problème, mais quand même, il n'avait pas le droit de retourner au collège. Qu'est-ce qui va être différent maintenant? Et là, il me répond direct, ah ben là, mon père va s'occuper de moi. Je dis, comment ça? Il ne s'est jamais occupé de moi, ni de mes notes, ni de ce que je fais. Il ne me parle pas. Et maintenant, il a l'air embêté. Eh ben, je suis bien content, parce qu'il va enfin s'occuper de moi. Et d'ailleurs, il m'a dit que j'irais, je ne sais pas, 15 jours en Angleterre, je ne sais pas quoi, mais maintenant, il me parle et on cherche des solutions ensemble. Et là, c'est parfaitement conscient. Hein, et c'est vrai que la fonction positive, et on en parle souvent quand on se retrouve, c'est vraiment le cœur de notre travail. Ouais. C'est vraiment tout, on a tout là. Et si un enfant n'a aucun intérêt à réussir à l'école, eh ben, il ne le fera pas. Hein, donc, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment l'aider à trouver la fonction positive ou une fonction positive de quelque chose qui pourrait quand même modifier pour aller vers quelque chose, une situation qui serait meilleure pour lui. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qui est gênant, par exemple, dans le comportement des parents que vous observez? Vous recevez tous des enfants, j'imagine, ou des adolescents. Qu'est-ce que vous observez de la part des parents qui font de leur mieux, hein, pourtant? Le manque d'écoute. Manque d'écoute, j'allais dire. Ouais. Le manque d'écoute. Ouais. Oui. C'est ce que disent les enfants, qu'on ne les écoute pas. Et ce qu'on constate même parfois quand on parle aux parents. Même nous, ils ne nous écoutent pas, en fait. C'est encore plus embêtant. C'est embêtant aussi. Oui. Alors, comment fais-tu quand ils n'écoutent pas? Pas facile. Je reformule. D'accord. Non, mais enfin, des cas comme ça, mais par exemple, avec une jeune fille qui a du mal à parler, qui a mis longtemps à libérer un peu sa parole. Et en fait, je me suis rendu compte que quand elle parle à ses parents, elle n'est pas entendue. Et du coup, et en fait, moi, dès la première fois que je l'ai vue, j'ai dit à la maman, enfin, j'ai voulu lui dire, bon, ben voilà, elle a toutes les infos et puis elle me recontacte si elle veut prendre un second rendez-vous, si elle veut revenir. Et la maman m'a dit, ah, mais de toute façon, elle revient. Et je lui ai dit, en fait, si elle veut. Et vraiment, c'était... en fait, j'ai fait le parallèle entre le fait que sa fille ait autant de mal en fait, à s'exprimer et le fait qu'elle a depuis des années l'habitude de ne pas être entendue. De ne pas être entendue. Ouais. C'est la question, nous on voit ça quand on fait de la systémie dans les formations que je propose, entre l'acteur, le demandeur et le touriste. C'est-à-dire qui est le vrai client, qui est vraiment motivé pour que les choses changent. Et si vous avez un enfant touriste, c'est-à-dire qui vient parce qu'on lui a dit de venir, mais qui ne sait pas pourquoi il est là ou qui ne voit pas l'intérêt, ça va être compliqué. Mais on peut prendre ça en compte et effectivement poser des questions en fonction de ça. Il y a ça.
Et puis, moi, ce que j'aime bien demander aux parents, toujours, puisque je les prends vraiment au début un petit peu avec l'enfant, toujours, c'est quels sont les moments où ça se passe bien, les moments où ça ne se passe pas bien. Et puis, qu'est-ce que vous aimez faire ensemble, bien sûr. Et puis, s'ils viennent pour une difficulté à l'école, je veux dire, comment aidez-vous? Par exemple, mon enfant n'arrive pas à se motiver. Je dis, comment l'aidez-vous à se motiver? C'est-à-dire que je vais vraiment mettre les parents dans le bain. Et parfois, ils ne savent pas répondre. Ils n'ont pas la réponse. Bon. Et du coup, je demande à l'enfant, comment tu aimerais que maman, par exemple, t'aide à être plus motivée? Motivée, tu sais ce que ça veut dire. Alors, déjà, on reprend les choses à la base. Et puis, comment tu aimerais que maman t'aide? Et je l'ai fait beaucoup, beaucoup échanger. J'utilise beaucoup la systémie en même temps que la PNL, mais de toute façon, la PNL, elle est systémique par essence, elle vient de là. Et c'est les faire parler ensemble. Qu'est-ce que tu aimerais que maman fasse? Qu'est-ce que vous faites déjà, madame, et qui aide votre fille? Et puis là, la petite va dire, mais non, maman, ça ne m'aide pas du tout quand tu fais ça. Tu me dis, dépêche-toi, fais tes devoirs. On parlait des devoirs à la maison. Alors, ah bon, d'accord. Donc, moi, à chaque moment, à chaque fois que je ne parle pas en séance, je me dis, ça, ce sont des bons moments. Parce que là, ils sont en train de se parler pour de vrai. Il y a ça. Et puis, vous avez les parents qui, pour encourager l'enfant, font des comparaisons. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup, qui disent, ah bah écoutez, vous savez, oui, oui, non, mais il faudrait qu'elle y arrive parce que son frère est brillantissime. Alors, quand j'entends ça, je me dis, pauvre enfant, c'est dur. Ou les deux grandes, elles ont fait des études supérieures et puis lui, là, il rame en terminale. Mais franchement, tu as du mal. Heureusement que ces choses qu'on dit par maladresse, souvent, vraiment, avec une bonne intention d'encourager, etc., de lui dire, tu vois, tu peux faire aussi bien que les autres, mais au lieu de le dire comme ça, on dénigre l'enfant ou l'adolescent. Et ça, c'est compliqué. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et puis, les critiques. Moi, j'ai une maman l'autre jour qui est venue pour son fils de 11 ans, qui est en 6e, et devant lui, elle lui a dit, t'es qu'un petit con. Tellement elle était en colère, mais évidemment, elle ne le pense pas, parce qu'il venait de se faire mettre à la porte pareil pour une journée. Mais c'est compliqué tout ça. Il y a aussi inversement les parents qui font à la place des enfants. Les parents qui? Les parents qui font à la place des enfants. Alors ça, c'est un régal. On a fait les devoirs. Ouais. On a bien appris la leçon. Ouais. C'est extraordinaire. Et moi, j'aime bien parce que dans ce cas-là, j'ai dit, mais qui est on? Ben oui. Et souvent, les parents font ça pour tout. Moi, j'ai une dame avec qui j'ai travaillé hier. C'était impressionnant. On fait les devoirs, on fait les maths, on fait ceci, on apprend les leçons. On fait les devoirs, d'accord, mais ok, mais c'est vrai qu'à partir de 7-8 ans, il peut peut-être, voilà, on peut peut-être l'aider à être un petit peu plus autonome, lui demander ce qu'il est capable de faire tout seul. Vous venez le voir après. Bon, après, vous pouvez organiser plein de choses pour qu'il soit un peu plus autonome, mais ça ne va pas du tout. Et les parents sont surpris. Moi, j'en ai plein qui éclatent de rire. Mais vous avez raison. Moi, j'apprends. Genre, vous apprenez la leçon aussi? Quand ils me disent on apprend la leçon. On y passe du temps, parce que quand on apprend la leçon, ça va pas. Et on a eu une mauvaise note aussi, ça arrive. Et on a eu une mauvaise note. C'est vexant, hein. Moi, je prends toujours avec humour dans ce cas-là. Je dis, vous aussi? Non, mais Les gens parfois, se moi, je leur rendent dis Oui. en réunion de parents, quand ils me disent on, alors je les regarde, je dis bah, vous êtes prêts, je vais vous donner le sujet, puis vous allez pouvoir passer l'évaluation vous-même. Oui. Je pense que quand on le prend un petit peu avec légèreté comme ça aide la personne à se rendre compte. Elle ne se sent jamais ridicule, elle se sent juste un peu prise à défaut, mais en même temps, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et après, moi, la personne avec qui je travaillais hier m'a dit, mais ça va être très, très compliqué ce que vous me demandez là. Mais en fait, elle a un enfant qui est tout le temps collé à elle, qui ne peut rien faire sans elle, qui ne peut même pas jouer tout seul et qui la suit quand elle va d'une pièce à l'autre. Ça va jusque-là, le on. D'accord? Donc, je lui dis, vous savez, si vous dites tu, ça peut aller aussi. Elle me dit, ah oui, mais le tu, vous savez, le tu qui tue. Je dis, oui, mais ça dépend du contexte. Maintenant, tu vas aller prendre ta douche, tu ne prenais pas la douche avec lui, on va prendre la douche. Ah ben non, à 14 ans, non, ou peut-être pas 14 ans, mais à 10 ans, non, bien sûr, il prend la douche tout seul, heureusement. Je t'accompagne, tu vas prendre ta douche. Je dis, est-ce que c'est agressif ça? Ah non. Donc pour les devoirs, c'est la même chose. Pour les comparaisons, il y a aussi beaucoup de parents, je trouve, qui se comparent à eux-mêmes et qui disent moi j'étais nulle en anglais, donc j'ai de plus en plus ce phénomène
j'étais nulle en anglais, donc c'est normal qu'ils soient nuls en anglais, ou j'étais nulle en maths. Et donc, c'est pas spécialement une comparaison par rapport aux frères et sœurs, mais par rapport à eux-mêmes qui… Et ça, c'est catastrophique. Parce que c'est catastrophique, je veux dire, on a un petit travail de recadrage positif à faire. Et c'est vrai, moi, il y a aussi des parents qui viennent, alors, soit en disant ça, soit en disant, ben voilà, elle n'a pas confiance en elle. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été comme ça aussi. Donc, pareil avec les maths ou avec autre chose. Et c'est vrai que quand ils voient encore plus large et qu'ils parlent de confiance en soi, moi, je leur dis, ou elle a peur de ne pas réussir, hein, toujours par rapport à l'école. Mais moi, c'est pareil. Et souvent, je leur dis, mais c'est compliqué ce que vous demandez à votre enfant. Parce qu'au fond, vous lui demandez de faire mieux que vous. Vous me dites que vous n'avez pas réussi jusqu'à maintenant et vous voudrez qu'elle réussisse. Comment elle peut réussir à faire mieux que vous? C'est compliqué ce que vous demandez. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'exigences, parfois on ne se rend pas compte. Il y a ça. Et puis, souvent, je vais leur dire, bon, donc vous dites que votre fille n'a pas confiance en elle, vous non plus. Est-ce qu'elle a 7 ans? Est-ce que vous, à 7 ans, c'était pareil qu'aujourd'hui? Hein, pour le coup, je rentre dans les comparaisons, je leur en fais faire encore plus. Hein, est-ce que vous, à 7 ans, c'était la même chose qu'aujourd'hui? Alors évidemment, les parents vont dire, bah non, quand même. Non, depuis l'âge de 7 ans, je me suis améliorée. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps pour améliorer ça? Et là, ils vous donnent leurs ressources. Et l'enfant entend. Hein, ah, à un moment donné, je me suis dit que finalement, j'étais quand même capable, ou j'ai décidé de travailler un peu plus, ou d'écouter davantage en classe. Peu importe. Est-ce que ça, tu le fais? Et voilà. Et après, je les fais parler ensemble. Est-ce que ça, tu savais que ta maman l'avait fait ça? Ah non, je ne lui ai jamais dit. Ah, mais racontez-lui, madame. Et du coup, le parent, la maman, va raconter comment elle a fait, elle, pour avoir plus confiance. Je demandais à l'enfant si ça lui donne des idées. Hein, c'est un rôle un peu de médiateur aussi, parfois. Hein, les mettre en contact d'une manière différente, sur des thèmes différents et sur un ton différent. Hein. Et quand vous avez le parent qui dit oui, de toute façon, elle n'a pas confiance en elle et que l'enfant est à côté, c'est horrible. Hein. Donc, moi, c'est pour ça que je les encourage toujours à parler, à se regarder. Hein, vous dites, madame, que vous aimeriez que votre fille ait plus confiance en elle, c'est ça? Déjà, je recadre un petit peu au départ. Oui, c'est ça que je veux dire. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui dire maintenant? Oui, je voudrais que tu comprends que tu réussisses un peu mieux à l'école. Ça change complètement, complètement. Et là, on peut se donner des conseils mutuels, ou en tout cas le parent à l'enfant, hein, et parler vraiment bien. Donc voilà, ça va être des choses comme ça va être des critiques, ça va être des comparaisons, ça va être des croyances. Alors, moi, j'ai eu une fois enfin plusieurs fois, mais une fois en particulier, une maman qui venait et qui me dit, voilà, elle a des gros problèmes à l'école parce que ça se passe très mal avec sa maîtresse. Et en même temps, vous savez, je la comprends. Et je dis, vous comprenez qui? Ma fille. Ah, vous pouvez m'expliquer? Eh bien, c'est très simple. Vous savez, la maîtresse, elle ne comprend pas ma fille. Elle ne la comprend pas, elle est exigeante. Ma fille, elle a des facilités. Alors, vous comprenez, elle a fini l'exercice, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge un petit peu. Et puis, elle demande si elle peut faire un autre exercice. La maîtresse lui dit, t'as qu'à relire ce que tu as écrit. Et puis, vraiment, elle n'est pas gentille, cette maîtresse. Ça, c'est terrible. Vous voyez, ils viennent en disant, l'enfant a des problèmes à l'école avec la maîtresse. Donc, ça peut être aussi des problèmes relationnels, hein, qui font qu'au bout d'un moment, l'enfant ne va plus travailler parce qu'il n'est pas motivé, il ne se sent pas soutenu. Mais si le parent va dans le sens de l'enfant et critique l'enseignant, hein, ça n'est pas possible. Moi, je travaille beaucoup avec des enseignants qui m'envoient des enfants, mais quand j'entends les parents qui critiquent les enseignants, ça ne va pas du tout. Et à ce moment-là, je leur dis, est-ce que vous pensez que ça aide votre fille quand vous parlez de cette manière-là, quand vous dites qu'il faut qu'elle supporte la maîtresse? Je reprends les mots, là, pour le coup, je reformule. Est-ce que vous pensez que ça aide votre fille, qui passe quand même beaucoup d'heures tous les jours à l'école? Juste pour que les gens se rendent compte. Il ne s'agit pas de confronter, mais de mettre face à face des choses qui sont dites. Et c'est vrai que parfois, on a du travail avec les parents pour qu'ils aident l'enfant à se sentir mieux à l'école, parce que c'est fondamental. Hein. Et je lui dis, qu'est-ce que vous lui dites d'autre? Je lui dis qu'elle a encore 3 mois à tenir. Vous vous rendez compte, la pauvre? Alors évidemment, la petite, elle n'a pas envie d'aller à l'école, le matin, elle a mal au ventre. Oui. Hein. Donc, ce n'est pas un problème à l'école, c'est un problème à la maison, hein, à propos de l'école. Donc, il y a plein d'hypothèses comme ça. J'avais par exemple une enfant qui avait beaucoup de difficultés à se concentrer
Et je lui ai demandé de me raconter comment ça se passe quand elle fait ses devoirs. Alors, donc, comme je vous disais, parfois, je les fais dessiner aussi. Là, elle m'avait raconté. Elle me dit, alors, je fais mes devoirs, puis il faut tout le temps que je monte la feuille à maman. Elle fait ce geste-là. Je dis, comment ça? Je dis, elle est où, maman? Ben, maman, elle est derrière. Je suis dans ma chambre à mon bureau. Maman, elle est assise sur mon lit derrière. Je dis, ah, vous faites les devoirs comme ça? Oui, puis il faut que je me retourne. Et tout. Ouais, les conditions de travail idéales pour faire les devoirs. Donc, la maman qui est derrière, qui ne voit pas ce qu'elle écrit, elle qui se retourne pour montrer sa feuille, ce sont des choses simples. Mais tant que les gens n'ont pas raconté comment ça se passe, ils ne se rendent pas compte de choses qui parfois sont simplement très gênantes pour avoir un résultat satisfaisant. C'est pareil, les enfants, moi je demande toujours où ils font les devoirs, parce qu'il y a des devoirs. Hein. Faire les devoirs devant la télévision, ben non. Dans le salon avec le petit frère qui joue avec ses voitures, ben non. Ce sont des choses basiques, mais parfois, vraiment, les difficultés viennent de là. Donc, l'enfant n'arrive pas à apprendre, il n'y a qu'une envie, c'est d'aller jouer parce que son frère joue. Et puis voilà, ce ne sont pas forcément des problèmes à l'école. Mais la conséquence peut être celle-là. Il y a aussi, Valérie, excuse-moi, Oui. ce contexte-là, il y a aussi des parents. Dernièrement, là, j'ai vu une mère avec sa fille de 7 ans qui a des difficultés en lecture. Et en fait, donc j'ai posé la question à savoir où est-ce qu'elle faisait ses devoirs de lecture. Donc, sur la table du salon, pendant que sa mère cuisine. Et du coup, j'ai dit, mais oui, mais c'est pas propice. Elle n'a pas un bureau, elle n'a pas. Ah, mais non, mais quand même, elle est petite, elle ne peut pas rester toute seule dans sa chambre pour faire sa lecture. Bon, après, je ne vous raconte pas la suite, mais c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Le problème, c'est que nous, comme adultes, on a l'habitude de faire 2, 3, 4 choses en même temps, mais on ne se rend pas compte que l'enfant, quand il doit faire une chose bien, il faut qu'on n'en fasse qu'une et la même avec lui. Et c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ça? Après, je vais vous parler un peu plus de la concentration, motivation, puis des différentes manières d'aborder cela. Des questions, des commentaires? Oui, moi, je voudrais me permettre d'intervenir. Alors, je ne suis pas thérapeute, mais moi, une chose que j'ai souvent constatée dans les difficultés des enfants, c'est souvent que les parents ne font pas confiance à l'enfant dans sa capacité à trouver des solutions. Et ils veulent absolument pousser leur solution à eux en disant « mais il faut que tu fasses comme ça, que tu apprennes comme ça, que tu fasses tes devoirs comme ça », plutôt que d'essayer de suivre l'enfant dans les pistes qu'il a envie d'explorer et qui lui conviennent éventuellement mieux. Et donc, il faut accepter en tant que parent de faire vachement confiance à son enfant, de prendre du recul et de le laisser un peu trouver son chemin et l'aider quand il bloque, mais pas lui imposer un chemin, quoi. Ça, c'est un sacré challenge. Oui, et puis il y a toujours ceux qui vont être plus visuels, qui vont avoir besoin d'écrire, d'autres qui vont avoir besoin de dire les choses à voix haute et d'autres qui ont besoin de marcher pour apprendre. Et c'est pour que les parents comprennent, et c'est vrai que c'est un travail aussi d'accompagnement des parents de temps en temps, au moins faire passer le message que l'enfant a juste peut-être plus de facilité en faisant autrement que ce qui leur semble juste. C'est comme les mind maps et toutes ces choses-là. Il y a des enfants qui ont besoin de ça, d'autres qui ont besoin que ce soit bien écrit comme ça, j'en sais. Voilà, il y a toutes les options. D'accord. Alors, ensuite, ils viennent très souvent pour des problèmes de concentration ou de motivation. Alors là, je fais une grande, grande différence entre les deux parce que j'ai constaté, alors vous êtes tous des professionnels aussi, vous avez peut-être constaté d'autres choses et ça sera intéressant de le savoir si c'est le cas. Moi, dans ce que j'entends, j'ai constaté que généralement, en primaire, les enfants ont des problèmes de concentration et que à partir du collège, donc au moins de l'adolescence, bien entendu, ça va être plus souvent des problèmes de motivation. On parlait du sens. Le travail n'est pas le même. Moi, il m'arrive d'avoir des parents qui me disent, voilà, mon fils a 15 ans, il a un problème de concentration. Peut-être. Mais souvent, je vais aussi l'interroger sur la motivation. Et très souvent, il va y avoir un petit problème de concentration et parfois un gros problème de motivation autour. Donc, c'est intéressant de différencier. Après, je pense à ce garçon en particulier qui avait 15 ans et paraît-il des problèmes de concentration. Moi, je leur demande toujours ce qu'ils aiment faire. Parce que ce qu'on aime faire, on le fait bien, on le fait avec plaisir. Et je me souviens de ce garçon qui me disait, moi, ce que je fais, c'est du tir à l'arc depuis je ne sais pas combien d'années. Et je me dis, jamais fait de tir à l'arc, mais je me dis, un enfant, un adolescent qui fait du tir à l'arc et qui a des problèmes de concentration, j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire. Donc, il joue aux échecs. Et ça ne me paraît pas tout à fait compatible. Il y a sûrement autre chose. Ça, c'est ce qu'on observe, toujours pareil. Mais il y a sûrement d'autres choses. Et généralement, c'est juste que ça ne l'intéresse pas, qu'il ne voit pas l'intérêt, que voilà, à quoi ça peut servir et toute cette question du sens. Donc, plus de la motivation.
Donc là, avec les adolescents, on va plus travailler sur les valeurs, on va travailler sur faire par exemple ce cercle où on évalue les différents domaines de vie, on va travailler sur ses ressources, sur ses expériences de réussite et sur tout ce qui le motive en dehors de l'école pour savoir comment il se motive, les stratégies d'apprentissage, mais au sens le plus large, hein, et puis les expériences de réussite. Moi, j'adore quand ils me racontent comment ils ont réussi à, je sais pas, réussir à, je sais pas, à faire, je sais pas, dans un sport quelconque ou à faire une surprise à quelqu'un sans rien dire. Enfin, vraiment, ça peut être n'importe quoi, sur n'importe quel plan. Donc, toutes les stratégies de motivation pour agir. Et après, on voit comment transposer ça sur le plan scolaire. Et puis, bien entendu, les interroger sur le futur, comment ils voient leur avenir plus tard. Parce qu'il y en a plein qui ne voient rien du tout. Ils ne voient rien. Et puis, il y en a beaucoup qui ne veulent pas, mais ça n'est pas forcément conscient, grandir parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'avenir. Et ça, vous devez en rencontrer aussi souvent, j'imagine. Hein. Donc, on va travailler sur les peurs. Et là, on a pas mal d'outils. On va y revenir tout à l'heure. Hein, comme l'externalisation, j'en ai un peu parlé. Peut-être faire un voyage du héros pour qu'ils se connaissent mieux aussi. Et puis, pour ceux qui font de l'hypnose, le monstre au sous-sol. Enfin, voilà, il y a plein de techniques. Et puis après, pour les rebooster, on leur met un petit alignement des niveaux logiques de Robert Dilts. Et puis voilà, on va les aider à trouver du sens et de la motivation pour réussir à s'appliquer davantage déjà, hein, sur le plan scolaire. C'est pareil, l'autre jour, j'avais un enfant de 7 ans. Et la maman, alors je ne sais plus de quelle nationalité elle est, le papa est canadien, la maman est, je ne sais plus, et ils vivent en France. Le petit, il a 7 ans, il parle 3 langues. Donc l'anglais, je ne sais pas si c'était pas iranienne, la maman, je ne sais plus, et français, depuis le mois de septembre, il parle vraiment pratiquement couramment. Il a 7 ans. Il parle 3 langues couramment. Et la maman me dit, il a des problèmes de concentration. Moi, j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire. Je me dis, peut-être ça, c'est ce qu'on voit. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, hein? Parce que ça me paraît compliqué d'avoir des problèmes de concentration et avoir intégré 3 langues à l'écrit, à l'oral, à 7 ans. Je suis quand même très douée, me semble-t-il. Hein, c'est pareil, les enfants qui jouent d'un instrument, il faut beaucoup de concentration pour jouer d'un instrument. Il faut beaucoup de courage, il faut s'y remettre tous les jours. C'est difficile de manquer de concentration. Donc, ça veut dire que ce sont des enfants qui manquent de concentration par rapport à ce qui est scolaire, c'est certain, mais qui sont capables d'en avoir puisqu'ils en ont sur d'autres plans. Donc, je vais toujours aller chercher ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui plaît, et puis voir comment on peut adapter, hein, transposer d'une certaine manière dans les domaines où c'est plus compliqué. Voilà. Et puis, vous avez aussi, on parlait un petit peu des parents tout à l'heure, des parents qui vont être très angoissés. Hein, il y a ceux qui s'impliquent beaucoup, qui font les devoirs, et ils sont très responsables avec le on. Et puis, vous en avez qui sont très angoissés et qui, par moments, vont même se déconnecter un peu de la réalité. Donc, ils vont perturber l'enfant sans le vouloir. J'ai eu le cas d'un petit garçon de, je ne sais plus quel âge, il avait 8 ou 9 ans. La maman m'appelle en me disant, écoutez, c'est épouvantable, il est harcelé à l'école, ça va très mal. On devait être au mois de mars, quelque chose comme ça, c'était pas cette année, c'était l'an dernier. Et je la reçois rapidement, moi, un enfant harcelé, je ne fais pas traîner, je le reçois. Et puis, comme toujours, je reçois l'enfant avec la maman au début. Et puis, je demande à l'enfant, je fais toujours, hein, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es là? Parce que je veux qu'il soit motivé pour quelque chose quand il vient. Il faut qu'il ait un intérêt, qu'il sache pourquoi il est là, qu'il puisse m'expliquer. Et ensuite, je demande toujours aux parents de dire aussi pourquoi ils ont pris le rendez-vous. Parce que ça, je veux que l'enfant l'entende et qu'il puisse en discuter au besoin, ce qui est souvent le cas. Et le petit me dit, je viens parce que maman, pourquoi je viens déjà? Alors, mais je te l'ai dit dans la voiture. Ah oui, t'as dit que, oui, parce que lui qui m'avait embêté. Bon. Et puis, apparemment, il n'avait pas grand-chose d'autre à dire. Et je demande à la maman de me dire pourquoi elle a pris rendez-vous. Donc, de préciser, elle me dit, oui, il est harcelé, tu te souviens, Luc, et puis il t'embête, et ci et ça, etc. etc. Et comme si c'était arrivé la veille, pratiquement. Et là, le petit dit, mais maman, ça fait longtemps qu'il ne m'embête plus. Et je vous assure, c'est authentique. Hein. Quand on disait que les parents n'écoutent pas toujours, oui, ils n'entendent pas toujours, hein, quelles que soient les raisons.
Et elle dit, mais maman, c'est fini, tu sais, maintenant on est copains. On est copains. Il m'embête plus. Oui, mais il y avait un tel qui t'embêtait aussi. Oui, mais lui, c'est bon maintenant. Il m'embête plus non plus. Alors, je suis un peu perdue. Je demande à la maman de me resituer ça dans le temps. Je dis, c'était quand? Et elle me dit, au mois de novembre. On était au mois de mars. Et elle vivait encore avec cette angoisse que l'enfant soit harcelé, donc elle ne s'était même pas rendue compte que c'était fini, cette histoire. C'est impressionnant et authentique. Donc, plus on pose de questions concrètes, factuelles, pour avoir vraiment les explications et que les personnes se représentent les choses, plus on a de chances de faire un travail efficace, parce qu'on n'est plus dans les interprétations, mais dans les faits. Et les gens se disent, ah ben oui, c'est vrai. Et donc, ça permet déjà de remettre pas mal de choses en place. Voilà, déjà ce que je voulais partager avec vous. Dans un premier temps, est-ce que vous voulez rajouter des choses? Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aime beaucoup les questions. Si vous en avez. Ou si vous voulez que je développe quelque chose d'autre, de particulier, allez-y. Oui, moi j'ai une question. Oui, Vous avez parlé de la perturbation qu'un parent pouvait avoir sur son enfant, parce que voilà, et il peut y avoir un dialogue et le parent peut s'adapter, faire des efforts pour se mettre à l'écoute, etc. Comment on fait quand les difficultés relationnelles sont, par exemple, dans la fratrie, et c'est difficile de demander à l'autre enfant, à l'enfant qui n'a pas de difficultés, de faire un effort parce que son petit frère a des difficultés, et donc ce serait à lui de s'adapter. Enfin, un parent, c'est son rôle de se mettre en position de rendre son enfant confortable et heureux, mais un grand frère, une grande sœur, c'est pas son rôle de s'adapter à sa fratrie, quoi. D'accord. Non, c'est pas au grand frère de changer, d'arrêter, de la ramener, quoique ça ne ferait pas de mal. Honnêtement, peut-être que c'est une idée quand même. Non, ce que je vais faire, Cécile, c'est que je vais travailler beaucoup plus large. C'est-à-dire que je vais demander aux parents de me raconter, ou à l'enfant, de me raconter d'autres situations de la vie en famille pour voir comment ça se passe sur d'autres plans. Tu vois? Donc, est-ce que c'est uniquement sur ce plan-là ou pas? Et très souvent, ça ne va pas être que sur ce plan-là. Mais peut-être que le grand frère, il la ramène un peu sur le petit parce que lui, il a des bonnes notes, mais que le petit est excellent en sport alors que l'aîné est nul. Je veux dire, ce qui va m'intéresser, ça va être toutes ces interactions dans la famille, mais beaucoup plus larges. Par contre, si les parents, je ne vais pas demander à l'aîné de ne plus critiquer son frère, mais peut-être que les deux vont se disputer souvent. D'accord? Sur ce thème-là ou sur d'autres thèmes, parce que souvent, c'est beaucoup plus large. Ce n'est pas que sur un sujet qu'on se dispute entre frères et sœurs. Ce serait trop ennuyeux s'il y avait qu'un sujet. Il y en a plus que ça d'habitude. À ce moment-là, il peut m'arriver de recevoir les deux enfants en même temps, ensemble. Et ça, c'est très intéressant pour voir comment on pourra améliorer la vie de la famille, déjà leur manière d'être ensemble. Donc, je peux proposer ça et ça m'est arrivé de le faire. J'ai même eu un jour un enfant extraordinaire que j'avais reçu 2 ou 3 fois, puis il me disait, oui, mais avec mon petit frère, c'est pas possible qu'on se dispute tout le temps. Il m'embête. Et je lui dis, il me dit, il devrait venir vous voir, parce que moi, ça y est, ça va, je ne sais plus ce qu'il devait régler, il manquait un peu de confiance en lui à l'école, c'est tout. Il dit, mais mon frère, il faudrait vraiment qu'il vienne vous voir. Je dis, ah bon? Je dis, mais tu penses qu'il aimerait venir? Je dis, bon, je ne sais pas, mais moi, je pourrais lui dire que ça serait bien qu'il vienne. Je dis, mais pour faire quoi? Il dit, bah, pour qu'il soit plus gentil avec moi. À ce moment-là, il vaut mieux que vous veniez tous les deux. Ah, il me dit, mais ça, c'est bien, ça. Ouais, moi, je veux bien venir avec mon frère. Moi, bah, si je lui dis de venir, il viendra. Je dis, d'accord, on va quand même demander à ta maman ce qu'elle en pense. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai reçu les deux, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir les deux. Et il était génial, il est arrivé avec une ardoise, mais une ardoise, vraiment l'ardoise, la pierre, hein, brute, des craies. Et puis, il m'a dit, bah voilà, donc la fois d'après, on va noter les règles. Il avait noté les règles entre lui et son frère. Bah, ça s'est nettement amélioré, on n'a fait qu'une séance. Tu vois, on peut faire beaucoup de choses. Après, c'est aussi, et ça, on peut le faire, demander aux parents s'ils pensent que quand ils disent aux plus jeunes que l'aîné a tellement de facilité, est-ce que vous pensez que ça aide votre fils, le plus jeune, quand vous lui dites ça? Pas pour juger, juste pour qu'ils se rendent compte. Et peut-être qu'ils vont dire, bah oui, je pensais que ça t'aidait. Et l'autre, l'enfant qui est là, il va dire, bah non, maman, moi, ça me rend triste parce que je me dis qu'il n'y arriverait jamais. Donc, on va les faire se parler. Et puis, sinon, le parent peut très bien dire, bah si, moi, je pense que ça l'aide. Ça t'aide quand je te dis ça. Puis peut-être que l'enfant n'ose rien dire, mais il vous le dira à vous après. Ben non, moi, j'aime pas, mais devant maman, il dira peut-être que ça va. Et puis, à ce moment-là, je vais demander, qu'est-ce que vous faites d'autre
pour l'encourager. Je vais vraiment les faire parler ensemble. Et qu'est-ce que vous faites d'autre pour l'encourager et qui marche? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites parfois et vous voyez que ça ne marche pas? Le parent arrête de faire ça, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et toi, comment tu aimerais que ta maman t'explique les choses? C'est-à-dire qu'on va faire parler tout le monde. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, je me suis vraiment mise aussi à donner des formations de thérapie familiale systémique, parce qu'on fait ce travail-là en formation, et surtout en séance, bien entendu, de questionnement, de questions indirectes, et on les fait parler ensemble, pour que chacun puisse vraiment dire ce qu'il ressent et ce qu'il veut, et comment il voudrait que l'autre fasse. Et je vais même plus loin, Cécile, quand je les reçois, si par exemple le grand frère n'est pas là, si on reprend cet exemple, je vais dire, ton grand frère, s'il était là, comment il s'appelle? Arnaud. Arnaud, on va dire qu'il est assis où, par exemple? Là, d'accord, on va mettre une chaise ou pas, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'il dirait, Arnaud, de tout ce qu'on est en train de dire là? Moi, je vais parler tous les absents. Et ça, c'est génial. C'est génial, parce qu'ils ont plein de choses à dire, les absents. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout ça, c'est un système. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Valérie? Oui, Cécile. Il y a aussi une idée peut-être à exploiter, c'est de leur donner des rôles aux enfants. Oui. Parce que comme Oui. ça, après, ils se marchent plus sur le plate-bande. Chacun a son rôle. Ça Comme peut. quoi, par exemple? Oui. Comme tu disais, Cécile, le rôle du grand frère, enfin, le grand frère n'a pas le rôle de faire des efforts pour arriver à ce que son petit frère ait moins de difficultés. Mais si, ça peut. Oui. Oui. On avait fait ensemble, je crois que tu y étais, Cécile, on avait fait sur la fratrie, hein, la jalousie dans la fratrie, tout ça. Ah, ce qu'Alain n'a pas dit parce qu'il ne le savait pas, c'est que je propose aussi des matinées à thème. Hein, et on avait parlé justement, entre autres, de la jalousie dans la fratrie. Ça dure 2 heures, hein, c'est pas long, mais c'est un travail assez intensif. On avait parlé de la phobie scolaire aussi, des choses comme ça. Et moi, je me suis servi avec deux, enfin avec une jeune et son frère. Et ça leur a permis, c'est son frère aîné, ça leur a permis de trouver sans parler forcément de place, mais chacun à sa place, chacun avait son rôle, et ils ne se marchaient plus dessus. C'est ça. Ouais. Ça. Et c'est vrai que les comparaisons, c'est quelque chose de naturel dans la famille. C'est naturel. La jalousie, c'est naturel, c'est humain. Et le gros problème, c'est quand les parents veulent traiter tous les enfants de la même manière, parce qu'ils veulent être justes. Ça, c'est un vrai souci. Hein, de traiter de la même manière celui qui a 4 ans et celui qui a 6 ans. Parce qu'être juste, c'est qu'il fasse tout pareil. Et ça, c'est complètement faux. Et on revient à cette idée de rôle, hein, Cécile. C'est-à-dire que l'aîné, c'est l'aîné, il faut qu'il ait certains avantages d'aîné. Voilà. Et le petit, il faut qu'il ait tous les avantages de petit de 4 ans. Et ça, ce sont des vrais sujets. Et pas uniquement par rapport à l'école, mais d'une manière générale. Hein, moi, je leur dis toujours que d'être juste, c'est totalement injuste. Parce que ça crée des rivalités. Alors après... Oui. Oui, c'est comment on fait? Donc, imaginons qu'on identifie chez chacun des membres de la fratrie une force. Alors, on va dire, il y en a un, c'est le sportif, et puis l'autre, c'est, je sais pas, le créatif. Comment on fait aussi pour ne pas les enfermer dans ce personnage? Parce que le créatif, il peut quand même être un peu sportif, mais dès qu'il va faire du sport, il va se comparer avec l'autre, ça va être l'enfer. Non, moi, je ne les mets pas du tout comme ça. Au contraire. Non, moi, je vais pas là-dedans. Ok. Non, il est créatif et quoi d'autre? Je dirais, un créatif, il peut aimer le sport, il peut avoir des facilités pour avoir des copains, alors que l'autre peut-être pas, celui qui est plus intello. Je dirais, chacun a plein de compétences. Non, c'est vrai. Et si les parents mettent des étiquettes comme ça, alors ça, je rentre pas du tout là-dedans. Je dis toujours, et quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est pareil, les parents qui vous appellent en disant, voilà, mon fils est hyperactif. Je dis, oui, et quoi d'autre? Pas que ça. Il est grand, il est petit, il est... Le fameux et quoi d'autre? Ah bah oui. Non, on peut pas les enfermer dans les étiquettes, c'est pas possible. Moi, j'ai une petite au potentiel à 3 ans, non. On verra. Laissez la vivre. Hein, elle a des gros problèmes, c'est authentique, hein, elle a des gros problèmes de concentration à l'école. Elle a peut-être 4 ans, allez, elle était en moyenne section. Des gros problèmes de concentration à l'école, elle ne fait pas ce qu'on lui dit de faire, etc. Bon, j'écoute la maman, puis je lui demande quand même quel âge a la petite. Elle me dit 4 ans. Bah, ça va.
Je ne dis pas, ça va, mais je le pense très fort. Donc, je demande aussi tout ce qui va bien, tout ce qu'elle fait bien, et puis voilà, on élargit, on élargit, on élargit. Vous savez, c'est toujours pareil, quand les gens sont focalisés sur le problème, on va élargir, parce qu'en élargissant, on va trouver des solutions, on va trouver des ressources, on va trouver des options. S'ils voient trop large, on fait l'inverse, hein, PNL, c'est comme ça, on va essayer de trouver un objectif déjà pour commencer, et on va recentrer les choses. C'est pareil avec les enfants. Parfois, ça peut être aussi la manière dont le problème est présenté par l'enseignant aux parents. Oui. Et pour des enfants qui n'ont justement pas le même comportement et du coup pas les mêmes problématiques à la maison et à l'école, et ben, du coup, les parents peuvent être aussi assez désemparés et du coup se référer à ce que dit l'enseignant parce qu'ils n'arrivent pas trop à justement à cerner le problème et à voir comment aider l'enfant, quoi. Et ça j'adore, moi, quand les parents me disent « il est tellement appliqué à l'école et à la maison, il est insupportable » ou l'inverse. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais moi, je vois souvent hein, des enfants de 7-8 ans qui sont extrêmement, c'est souvent des petites filles, il n'y a pas de sectarisme, mais c'est ce que je constate, qui sont extrêmement appliquées à l'école, qui veulent bien faire plaisir à la maîtresse, perfectionnistes, d'accord? Et puis, ces filles modèles, ces petites filles modèles, elles arrivent à la maison et elles mettent un bazar pas possible, et des colères, et des tas de choses. Et les parents me disent, mais comment c'est possible? Et je leur dis, mais vous savez, il y a peut-être un équilibre qu'elle cherche aussi. C'est-à-dire qu'un enfant qui est tellement parfait toute la journée à l'école, peut-être qu'elle prend beaucoup sur elle, votre fille. Et il peut y avoir plein d'hypothèses, et souvent c'est le cas. C'est les enfants qui veulent très bien faire pour être aimés de la maîtresse, pour être bien vus, etc., ou pour avoir des bonnes notes, et qui prennent trop sur elle. Donc dans ce cas-là, moi je vais voir avec les parents comment à la maison, déjà, aider l'enfant donc, au quotidien à ne pas se mettre la pression. Donc, travailler sur un autre plan qui n'a rien à voir avec l'école, mais qui va aider. Parce qu'un enfant qui apprend à ne plus se mettre la pression de manière systématique, à pas vouloir faire mieux que la petite sœur à la maison, juste s'autoriser de temps en temps à relâcher, à faire les choses plus tranquillement, et ben, elle va apprendre à faire ça dans la vie familiale. Et puis à l'école, elle va relâcher un petit peu la pression et elle va s'équilibrer. Parce qu'il y a souvent des grandes différences de comportement. C'est toujours très intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, vous avez l'inverse. Vous avez des enfants à la maison qui sont parfaits parce que maman est malade ou parce que ma petite sœur, elle donne du souci ou ma sœur ado. Moi, j'en ai une un jour qui m'a dit, enfin même plus d'une, qui me disait, qui m'ont dit, moi, je ne serai jamais ado, hein, parce que maman, la pauvre, est tellement triste avec mon frère ou ma sœur ado, moi, je ne serai jamais ado. Hein, donc, des petites filles ou des petits garçons, même très sensibles, qui veulent bien faire pour que papa et maman soient contents de lui parce qu'ils ne veulent pas leur donner de soucis, mais qui prennent trop sur eux là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les imbéciles à l'école, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils sortent un peu leur énergie. Hein, tout est relié, en fait, très souvent. Alors, pas toujours, hein, mais moi, dans ceux que je reçois, oui. Donc, c'est pour ça que j'explore vraiment tous les domaines de leur vie. Et comment ils font au sport, et comment ils font sur tous les plans. Avec leurs amis, j'interroge beaucoup. Parce que si vous n'êtes pas... J'ai une ado il n'y a pas longtemps qui a des gros problèmes à l'école. Pourquoi? Parce qu'elle a, et je vous le dis en vrai, elle n'a pas le dernier iPhone. Alors ça, c'est pas possible. Hein, parce que là, elle ne va plus faire partie des populaires. On entend ce truc. D'accord? Et tout ça crée une espèce de tension terrible qui fait qu'elle n'en a rien à faire de l'école. Et voilà. Conséquence. D'accord? Est-ce que vous avez autre chose que vous souhaitez partager avant que je vous propose de faire un petit exercice d'entraînement? Non? Ok. Donc, je vais vous proposer de réfléchir sur 3 questions. Mais ça va être très rapide. Mais par contre, il va falloir que vous les notiez, si ça ne vous dérange pas. C'est juste pour voir quel genre de questions vous poseriez justement aux parents. La première phrase, c'est il a des difficultés de concentration, c'est comme moi à son âge. On l'a un petit peu abordé. Il a des difficultés ou des problèmes de concentration, c'est comme moi à son âge. Donc, vous notez simplement si ça vous va.
Ensuite, j'en ai une autre. Je lui dis de ne pas s'inquiéter. Je lui dis de ne pas s'inquiéter s'il ne réussit pas aussi bien que son frère. Tout ça, ça part toujours d'une bonne intention. Et puis l'autre, bon, on l'a déjà bien abordé. Quand on fait les devoirs, on apprend d'abord la leçon. Je vous en ai pris trois un peu typiques. Quand on fait les devoirs, on apprend d'abord la leçon. Et parfois, vous posez la question, moi ça m'est arrivé de poser la question à l'enfant, je dis, comment tu fais quand tu fais les devoirs? Et c'est la maman qui répond, ah, mais on apprend d'abord la leçon. Vraiment. D'accord? Donc, il a des difficultés de concentration, c'est comme moi à son âge. Je lui dis de ne pas s'inquiéter s'il ne réussit pas aussi bien que son frère. Et quand on fait les devoirs, on apprend d'abord la leçon. Ça vous va? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre 10 minutes. Ça suffira largement, je pense. Angélique, on va partir dans la technique. L'idée, c'est de faire des salles, je ne sais pas, de vous mettre par 3 par salle, par exemple. Puis vous prenez juste les phrases et puis vous dites comme ça ce qui vous viendrait. C'est juste. Et puis entendre les questions que les autres poseraient, voilà, tranquillement. C'est bon? Ça vous va? Tu veux faire les salles? C'est toi qui les fais, Angélique? Je vais essayer. Il faut... Ou tu veux que je vois si je peux, je ne sais pas. Normalement, je t'ai donné les droits. Alors, attends, si tu m'as donné les droits... Tu es co-animatrice. D'accord, salle de répartition, donc ça doit être Super. ça. Ok, Merci. très bien. Ça doit pouvoir fonctionner. Inclure co-hôte. Co-hôte, c'est toi? Tu veux? Non, c'est toi. C'est toi le co-hôte. Moi, j'y vais pas alors. Donc, je vais vous mettre par 3, et puis on comptera 10 minutes à partir du moment où vous y êtes. Et après, je vous montrerai avec le PowerPoint toutes les techniques, où il y en a certainement plein que vous connaissez déjà, que j'utilise avec les enfants, les adolescents pour tout ça. Je vais faire... voilà. Donc, Alain, je te mets en salle aussi ou pas? Je n'entends pas, excuse-moi. Oui ou non? Pardon. C'est comme tu veux. Si, y a, en fait, s'il n'y a pas assez de gens pour faire un multiple de 3, alors tu ne me mettras pas. Et puis, mais s'il y a des multiples si on est tous multiples de 3, tu peux me mettre dedans. D'accord. Sinon, vous pouvez être à 4 aussi. Oui, oui. Oui, c'est comme tu veux. Ok. J'essaie d'avancer avec ça. Non. Ça marche pas. Pourquoi j'ai pas plus de salle à créer? La technique. Oui, je fais manuellement parce que je ne suis pas une pro. Alors tu seras dans une salle de 3. Ça te va? Oui, pas de problème. Une poêle? Ok. Donc 10 minutes, ça fait jusqu'à 25. Je vous mettrai un petit message 1 minute avant. C'est toi qui nous fais revenir ou il faut... Oui, je vous ferai revenir sinon. Ok, très bien. Oui. Par contre, Angélique, c'est pas grave. Tu peux suspendre l'enregistrement provisoirement? Ah oui, mettre sur... Cela, non? Alors, je pense que... Alors, qu'est-ce que vous... Ah, ça y est, ça arrive. Un coup. Ça déboule. Voilà, vous voilà revenu. Wow, 32.
J'ai dit au revoir à mes collègues parce qu'on a été un peu coupés comme ça. Poum. Ah, je suis désolée. Normalement, il restait 1 minute, mais après, oui, c'est un peu brutal comme système. Alors, Merci. qu'est-ce que vous dites aux parents? Très rapidement, hein, je pense que vous avez pris le temps d'y réfléchir, donc voilà. Il a des difficultés de concentration, c'est comme moi, tout comme moi à son âge. Qu'est-ce que ça vous suggère? Quand on dit par difficulté de concentration, dans quel contexte? Oui. Je peux continuer? Oui. Oui, bien sûr. Y a-t-il un contexte où il ne rencontre pas cette difficulté? Cherche les exceptions. Oui. Vous me dites que vous étiez pareil et maintenant, comment ça se passe pour vous? Oui, celle-là, moi, j'aime bien. Et qu'est-ce que vous avez fait pour que ça s'améliore aussi? Voilà. Après, on déroule. Oui. D'accord. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Bon, c'est un peu des questions que finalement on avait abordées avant, mais est-ce que vous avez d'autres propositions? Comment vous savez que vous avez des difficultés de concentration? Ah ah. Oui. Et puis parfois, moi, je fais vraiment un petit peu l'andouille. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est des difficultés de concentration? Qu'est-ce que vous entendez par là, mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous entendez aussi par le comme moi à son âge? Est-ce que c'est une fatalité, c'est génétique, c'est familial, on peut rien y faire? Intéressant, oui. D'autres propositions? En quoi la différence serait un problème? En quoi, pardon? En quoi la différence est... En quoi, s'il n'en avait pas, comme vous, ça serait un problème? Intéressant. Ok, super. On prend la seconde. Je lui dis de ne pas s'inquiéter s'il ne réussit pas aussi bien que son frère. Et je lui dis tout le temps, t'inquiète pas, tu fais pas aussi bien que ton frère, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et les gens là. Avant de lui poser une question, lui redemander de reformuler positivement. Parce qu'il y a 2 négations dans la phrase quand même. Parce qu'il y a deux négations. Ah, donc, comment vous pouvez le dire positivement avant de poser la question? D'accord. Ou un peu autrement, et puis elle va comprendre que c'est positivement. Oui. Oui, c'est ce que j'ai marqué, moi. Comment pourriez-vous lui dire les choses différemment, de façon positive? D'accord. Et là, en général, les gens ils te regardent avec des yeux comme ça et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, oui. C'est le risque. Mais la question est intéressante. Et là, il faut lui dire, ne vous inquiétez pas, vous y arriverez. Faut lui dire, rassurez-vous, n'y arrivez pas aussi tout va bien se que passer. moi. Et on peut aussi s'interroger sur l'âge du frère. Oui. Oui, bien sûr, oui. Sur le comment savez-vous qu'il est inquiet par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est inquiet? Oui. Ah, oui. Et aussi, qu'est-ce qui vous inquiète? D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète? On y va. Oui, c'est ça. Comme Nous, ça. on est allé plus loin. Nous, on est allé plus loin en disant qui est inquiet. Ah ben voilà. C'est l'inquiétude que la mère colle à son enfant. C'est son inquiétude à elle. Oui. Et l'enfant, il n'est pas inquiet. Donc, on peut lui on peut demander. aussi. Oui. Et on pourrait lui dire aussi en quoi le fait de ne pas réussir aussi vite et aussi bien que son frère devrait être de nature inquiétante. Oui. Et pour qui? Et pour qui, ouais. Moi, je demanderais si son frère ne devrait pas s'inquiéter si jamais il fait mieux que lui. Oui, parce que tout ça, c'est important. Oui, oui. Il y a aussi questionner c'est quoi la réussite, en fait? Oui. Quelle est la croyance derrière? C'est quoi une réussite? Et qu'est-ce qui se profile comme schéma idéologique? Oui. D'accord. Et le dernier, quand on fait... Pardon, Dominique?
J'allais dire, enfin, moi je trouve que derrière, c'est possible qu'il y ait une espèce de présupposé du genre, c'est pas grave parce que, enfin, par exemple, comme tu es une fille, c'est presque normal que tu sois moins bonne, donc c'est pas très grave. Mais du coup, je m'interrogerais bien est-ce que vous, enfin, pourquoi est-ce qu'elle s'inquiète pas? Est-ce que c'est parce que ça vous paraît normal? Parce que s'il y a ce présupposé derrière, ça craint quand même. Interroger. Il y a des croyances, il y a tout le temps des croyances. Hein, on en est truffé de partout. On en a tout le temps. Hein, tout à fait. Et même des elle trouve que c'est normal que sa fille réussisse moins bien, c'est mal barré quand même. On est d'accord. Mais peut-être que madame a réussi très bien, ou peut-être pas, ou on va chercher un peu les exceptions. Hein, oui. D'accord, autre chose? Quand on fait les devoirs, on apprend d'abord la leçon. On l'a un petit peu vu tout à l'heure. Qui ont. Voilà. Oui. Qui dit ça? Et vous, madame, vous préférez quel genre de leçon? Vous préférez les maths, l'histoire? Oui, déjà le on. Oui, c'est le on. Recadrer sur le on, parce que... Un recadrage, oui. C'est un mot banni, ça, le on. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend en hypnose. Ouais. Ouais. C'est un quoi, tu dis, en hypnose? Un mot banni. On nous demande de bannir. Ouais, nous, à l'école, on disait qu'on est un imbécile. On nous disait, je sais pas, peut-être pas entendu ça, mais de manière polie. Mieux, hein. Pardon? D'habitude, ça rime. Parce que ça rime avec autre chose. À Toulouse, on dit on est un con. Ah bah voilà. Ose le dire. En fait, on dit toujours que dans un entretien préalable, quand un client vient et qui dit on, il faut le faire reformuler avec le jeu, le ramener au jeu. Ouais. Voilà, pour qu'il ne soit pas dissocié de... Tout à fait, et oui. Oui, et je ne voudrais pas qu'on croie qu'il faut éliminer les on. Il y a des contextes où les on sont utiles et des contextes où le jeu est utile. Et donc, c'est vrai que la CNV a vraiment beaucoup propagé le fait que c'était profitable et ça l'est dans bien des cas de passer au jeu. Mais il ne faut pas oublier que le Milton Model nous attire notre attention sur le fait que c'est ultra efficace d'employer le on à plein de moments. Donc, ne pas l'exclure, mais se dire quand est-ce que j'ai besoin de l'un et quand est-ce que j'ai besoin de l'autre. Ne pas être dans un jeu de dire ah non, il faut d'office faire ça. Non, ça dépend le contexte en fait. Ouais. Voilà, c'est toujours la même chose en fait. C'est vrai qu'à chaque fois que l'objectif c'est de responsabiliser l'enfant ou le rendre plus autonome, là il y a des situations où c'est nécessaire parce que l'enfant va se sentir plus concerné en fait. Moi, c'est surtout dans cet esprit-là que je le propose en général. Et c'est vrai. Alors, nous, on est allé explorer aussi à travers la question et dans quelle ambiance ça se passe. En fait, l'idée, c'est de savoir si ce on, c'est un moment de partage et finalement, ils aiment bien leur petit moment là tous les deux, ils font les devoirs ensemble, c'est une activité commune. Ou si c'est une contrainte, une tannée pour le parent qui, résultat, le fait un peu payer à son enfant et donc c'est complètement délétère. Oui. Voilà, donc oui, dans quelle ambiance ça se passe ces moments-là Oui. Je vais toujours tout raconter. Hein, c'est exactement ce que vous disiez, la place, l'ambiance, comment ça se passe, où le parent est assis, comme je vous disais tout à l'heure, si possible pas dans le dos, ce qui se passe autour. Oui, ça peut être un bon moment aussi. Et puis, on entend qu'il y a quand même une implication du parent qui est peut-être un petit peu excessive et qui du coup ne permet pas à l'enfant de se rendre compte que ce sont quand même ses devoirs à lui et qui se repose peut-être un peu trop sur le parent parfois. C'est ça qu'on cherche à évaluer en fait. Hein. Oui, Cécile, non? Oui, je rajouterais poser si c'est le on, ça fait un peu une généralité, mais il n'y a pas une fois où il le fait tout seul? Savoir comment il fait autrement quand il le fait tout seul? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Bon, voilà, c'était juste pour vous entraîner comme ça. Un peu. Oui, pardon? Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Non? Alors, je vais vous montrer un PowerPoint avec des dessins d'enfants ou des différentes représentations pour vous montrer un petit peu, pour les personnes qui
qui sont là, enfin, je ne connais pas personnellement, un peu comment ça se déroule. D'accord? Donc, normalement, on va faire ça et vous devriez voir. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. Oui. Oui, super. Oui. Très bien. Donc, ça sont les 3 livres hein, dont parlait Alain tout à l'heure. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, attendez. Voilà. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil? Je dis on parce que toutes les personnes que j'ai formées aussi qui utilisent. Exemple, l'externalisation. Externalisation, vous avez tout un chapitre là-dessus, hein, dans le livre Aider l'enfant avec la PNL. L'externalisation qui est une manière de demander à l'enfant ce qu'il ressent. Hein, par exemple, là, tout le monde l'embête à l'école. Enfin, il y a des enfants qui l'embêtent à l'école. Comment ça se passe à l'intérieur de toi? Donc, et je lui demande de dessiner ça. Et donc, l'enfant dessine tout ce qui ne va pas quand il est à l'école. Donc, il y a une espèce de vague, voilà, tout ce premier dessin. Et puis, il l'a appelé petit mal. Hein, dans l'externalisation, en fait, la personne ressent la difficulté. Souvent, c'est une peur, une émotion très forte, en tout cas, pas agréable. On lui demande de la ressentir dans le corps. Et une fois qu'il la ressent vraiment dans le corps, il va la dessiner pour pouvoir la projeter, qu'on puisse la voir. Donc, moi, je leur fais faire ça sur une feuille, sur un paperboard normal. Et puis après, il y a toutes les questions qui vont être posées autour de l'externalisation, c'est-à-dire, bon, alors donc, qu'est-ce qui te fait faire, qu'est-ce qui t'empêche de faire? Donc, il va nommer cette chose qui le dérange, cette peur ou autre, par exemple, la petit mal, est-ce qui vient souvent? Ça va être des questions très naïves, je dirais, en apparence. Hein, est-ce qui vient souvent? Qu'est-ce qui te fait faire? Qu'est-ce qui t'empêche de faire? Et puis, on va chercher la fonction positive de ça. Hein. Donc, imagine que petit mal ne vienne pas, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, du coup, je peux aller jouer avec les autres et puis leur demander gentiment si je peux jouer avec eux ou s'ils peuvent m'aider pour je ne sais quoi en classe. Voilà. Donc, en fait, on va questionner autour de ça jusqu'à ce que l'enfant, à un moment donné, se sente quand même un peu plus en possession de ses capacités, je dirais, pour pouvoir gérer ce genre de situation. Et ensuite, il vous dessine comment il voit la situation. Donc là, je ne vais pas vous donner un cours là-dessus, puis il y en a peut-être parmi vous qui connaissent cette technique qui est vraiment intéressante. Donc, petit mal, alors c'est comme ça qu'il l'a appelé, et je lui demande toujours depuis combien de temps vient ce qui le dérange, donc depuis 2 mois et demi, et je lui demande toujours de me rappeler son âge. Donc c'est vrai que quand vous dites, bah, moi j'ai 8 ans et puis petit mal, il a 2 mois et demi, bah, petit mal, il est petit quand même. Et donc, c'est une manière de vraiment reprendre le pouvoir dans la situation et pouvoir se détacher de ce qui dérange, en ayant trouvé toujours la fonction positive. J'en ai un autre, ah oui, c'était celui-là. Il s'énerve quand il n'arrive pas à faire tout de suite les choses à l'école en particulier, mais à la maison aussi pour les devoirs. Donc, le premier dessin représente sa colère, il l'a appelé colèrvement. Moi, j'adore qu'ils inventent, quand ils inventent des mots, colèrement. Donc, vous voyez, il y a de l'orage, il y a comment dire, volcan. Un volcan, merci, un volcan, des éclairs, etc. Ça, c'est colèrement. Et puis, une fois qu'on a compris que colèrement, finalement, il vient pour que lui puisse être plus détendu, etc., grâce au questionnement. Hein. Comment tu te sens maintenant? Comment tu le vois? Ah ben maintenant, je le vois comme ça, il l'a mis joyeusement, il a mis un petit ange, vous avez toujours le volcan, mais qui s'est calmé, un petit peu de soleil, il y a encore des petits nuages, mais ça va mieux. Hein. Donc, c'est une manière de travailler sur le ressenti pour qu'après, l'enfant puisse vivre la situation de manière plus confortable pour lui sur le plan émotionnel. Donc, l'externalisation, moi, je l'utilise beaucoup, je l'enseigne en formation et on l'utilise aussi ensuite quand on fait le voyage du héros. Donc, c'est tout un vrai travail pour toutes les difficultés, toutes les peurs que l'enfant peut avoir. Enfant, ado, adulte. Je connais beaucoup d'adultes qui utilisent ça maintenant aussi, même en entreprise. Comment on va représenter les situations à l'école? Là, par exemple, cette petite, elle représente la situation à l'école qui lui pose problème en me montrant ses amis, ses ennemis. Alors, je fais utiliser des animaux. Hein, j'utilise énormément d'animaux, de personnages, de photos, un peu tout ce qu'on trouve. Et l'enfant choisit. Donc là, par exemple, c'est une autre manière de montrer les difficultés en classe. Montre-moi comment ça se passe à l'école. Ah, à l'école, en classe. Bon, alors à l'école. En récréation. Et là, elle me montre les amis, les ennemis. D'accord? Et puis, après, il y a tout un questionnement, hein, mais ce n'était pas le but aujourd'hui. Mais le résultat, ensuite, c'est
que finalement, je lui dis maintenant, montre-moi comment ça se passe, et elle me montre ça. Alors, j'utilise aussi la baguette magique. La baguette magique permet d'avoir des idées. Alors, attendez, je vais voir si j'en ai une là. C'est possible. Si elle fonctionne. Je ne sais pas si vous allez la voir, du coup, parce que vous êtes sur le PowerPoint. Voilà, c'est ça la baguette magique. En plus, elle fait du bruit. c'est Tu la super. relais Voilà. Donc, je demande à l'enfant de trouver une idée pour régler ça, pour avoir plus d'amis, moins d'ennemis. Et tu regardes la baguette magique, elle va te dire comment faire. Et après, l'enfant me dit. Ça gagne du temps. Ça marche bien. Après, il y a des âges pour tout. Hein. Alors, à la classe, je demande très souvent aux enfants de me montrer la classe. Ça, c'est pour les plus petits. Alors, la maîtresse, c'est toujours la vache. Je ne sais pas pourquoi ils prennent toujours la vache. Elle doit être la plus grande. Même quand ils l'aiment beaucoup. Hein. Et puis, là, ils vous disent, ben voilà, là, il y a Jules, là, il y a Marie, là, il y a Berthe. Là, voilà, ils nomment les enfants. Ils donnent des noms aux animaux et ils vous expliquent ce qui se passe entre un tel et une telle. Elles sont disputées l'autre jour, etc. Donc, c'est vraiment une manière de mettre en scène leur vécu. Hein, moi, mon but, c'est vraiment ça, c'est qu'ils puissent s'exprimer. Alors après, tous les outils sont utilisables. La récréation, oui, quand on montre la récréation comme ça, vous les voyez bien, hein, c'est bon? Oui, oui. Parfait. Donc, montre-moi ce qui se passe en récréation. Alors, moi, je suis Pégase, je ne sais pas quoi, très bien. Et après, comment ça se passe en récréation? Vous voyez ce qui se passe, il y a du travail. Donc, effectivement, l'enfant, après, on lui raconte des maths ou de l'histoire ou je ne sais pas quoi. Il n'a pas forcément un niveau de concentration maximal. C'est pour ça que parfois, ce sont des petites choses, mais de régler ça, c'est vraiment important. Après, ça peut être des peurs à la maison. Vous voyez, un enfant à qui vous demandez de vous montrer comment ça se passe à la maison, puis qui vous fait ça, qu'est-ce qui fait que tout le monde est caché là-dessous, parce qu'ils sont quand même un petit peu tous cachés. Et puis là, l'enfant vous dit, moi j'ai peur que maman soit malade parce que l'autre jour, elle est allée à l'hôpital, etc. Problème à l'école. Oui, mais pas à l'école en fait. La cause, c'est vraiment important de voir ça. De toujours questionner sur ce qui se passe ailleurs aussi. Voilà, papa et maman. Papa n'aime plus maman. Bon, voilà. Après, j'utilise aussi parfois les Playmobil. Alors, j'aime moins parce qu'ils ont tous la même tête. Ils sont juste habillés autrement. Mais c'est intéressant de temps en temps de voir la place de chacun. Et c'est vrai qu'en PNL ou en systémie, on travaille toujours sur la place de l'enfant dans la famille, la place du grand frère, des parents, etc. Donc, vous avez les grands-parents très proches, le frère, la sœur. Et puis, si vous regardez le père et la mère, c'est pas terrible. Et l'enfant le met spontanément comme ça. Donc, on a quelques informations. Après, on creuse. Voilà, avec des animaux. Et personne ne se parle. Ça se passe un peu comme ça. Papa et maman, quand ils sont fâchés, vous avez l'enfant derrière. Alors, on va travailler sur les cauchemars aussi. Pareil, avec l'externalisation, ou du moins avec des dessins. Les cauchemars qui peuvent aussi faire que l'enfant ne se sente pas bien le matin ou qu'il n'ait pas envie d'aller à l'école. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont tout simplement pas envie, alors qu'il n'y a pas forcément de problème à l'école. Mais ça peut être des cauchemars. Donc là, je vous ai montré un petit exemple. La terreur noire et froide et méchante. Voilà, ça, c'est elle quand il y a le cauchemar. Les enfants se destinent parfois. Et puis après, t'es la plus belle. Voilà, ça se transforme comme ça au fil des questions, bien entendu. Alors, les animaux, ça, c'est un exercice que j'utilise aussi beaucoup en état hypnotique. Et celui-là était intéressant parce que c'est un enfant très, très timide. En fait, l'exercice consiste simplement à mettre l'enfant en état de conscience modifié. C'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, il ferme les yeux et il sait qu'on va inventer une histoire ensemble parce qu'ils font ça spontanément. Vous n'avez pas besoin de faire une induction qui dure 20 ou 30 minutes. Ça va très, très vite. Et puis, il va imaginer des animaux qui arrivent les uns après les autres. Moi, c'est un exercice que j'ai appris par Josiane de Saint-Paul pour adultes, mais je l'ai adapté aux enfants parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est une manière de travailler sur les différentes parties de soi. Donc, l'enfant va arriver, il va dans la nature où il veut, et puis il va arriver un animal, un autre animal, alors ils se connaissent ou pas. Il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont tristes, etc. Et il vous dit, au fur et à mesure, ou à la fin, tout ce qu'il avait arrivé. Le but, c'est de faire venir 4 ou 5 animaux. Et après, je leur demande toujours de dessiner, de me raconter plus en détail ce qui s'est passé dans l'histoire. Et alors, c'était très amusant, cet enfant-là, parce qu'il s'est dessiné au milieu. Et puis, chaque fois qu'il y a des trucs un peu bizarres, en fait, c'est parce qu'il trouvait qu'il ne faisait pas bien. Évidemment, c'est un enfant qui veut bien faire tout de suite. Là, il a dessiné une espèce de tigre qui tire la langue.
Et comme ils ne savaient pas très bien dessiner, ils me disent toujours, je ne sais pas dessiner, je leur dis, mais ce n'est pas un concours de dessin. Alors, je lui ai montré des photos d'animaux. J'avais des photos d'animaux humoristiques. Donc, il y a un tigre qui tient la langue, donc il s'est inspiré de la photo pour la représenter. Quand le tigre arrive, lui, il a peur. Après, il y a un singe qui boit du coca, donc ça l'a amusé aussi, mais quand le singe arrive, il a peur. Ensuite, il y avait un oiseau qui est arrivé du ciel, il a eu peur. Donc, c'est vraiment un enfant qui à l'école, est complètement renfermé. Et en dernier, il a vu la tête, juste la tête d'une sorte de dinosaure, qui a demandé s'il pouvait venir jouer avec les autres. Et à la fin, il y a l'oiseau qui prenait le petit garçon. Donc ça, c'est l'histoire qu'il a imaginée lui. Hein. Et l'oiseau le prenait, il le faisait descendre le long du cou du dinosaure. Donc c'était comme un toboggan. Et quand il arrivait sur la queue, hop, il le reprenait. Etc. On a tous joué ensemble. Il est revenu 15 jours après, il m'a dit, tu sais, maintenant j'ai plein de copains. Et on avait juste fait ça. Donc si on a plein de copains à l'école, bah, tout est déjà beaucoup plus facile. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Juste un exemple du monstre. Ça, c'est une manière de travailler en hypnose, pareil, avec les enfants sur les peurs. Et là, c'était un enfant qui avait un TDAH assez fort, parce qu'il prenait de la Ritaline. Et il avait des gros problèmes en classe. Il ne tenait pas en place. Il avait 11 ans, il était en 6e. Et voilà, il était agité tout le temps. Et je me suis dit, je vais voir un petit peu de quoi il a peur. Il y a des angoisses chez cet enfant, ça me semblait assez clair. Et je lui ai proposé cet exercice du monstre, qui est aussi dans le livre des enfants, plus détaillé, qui consiste avec deux acolytes, on va dire, très forts, qui rendent très courageux. Donc, il imagine qui il veut, 2 personnages qui vont venir, qui vont l'accompagner, et ils vont aller ensemble là où il y a une maison ou une cabane ou je ne sais quoi. Et dans cette maison, on sait qu'il y a un monstre. Et donc, l'enfant, accompagné comme ça, donc très fort, courageux, invincible, tout ce que vous voulez, il arrive dans la maison et tous les 3, ils vont au sous-sol, ils vont voir le monstre. Et là, il parle au monstre lui parle, il fait un cadeau au monstre, le monstre lui en fait un. Donc, il y a vraiment un travail sur la partie de lui qui a peur, sur l'ombre, si on veut. Et ensuite, il repart. Et donc, ce que j'ai compris, parce qu'il me l'a raconté à la suite de cet exercice, c'est qu'à la maison, il y avait des disputes tout le temps. Et j'ai rarement eu, parce que j'ai pas mal de dessins comme ça avec des monstres, une maison en miettes comme ça. C'était une espèce de cabane. Il m'a dit, en sortant, j'ai vu qu'il y avait un impact de balles sur la cabane. Enfin bon. Donc, je me suis dit, il y a vraiment des soucis à la maison, c'est clair. Ce qu'on a pu approfondir après. C'est-à-dire que le fait de leur faire raconter des histoires leur permet d'exprimer énormément de choses. Et on voit où sont les difficultés. La permission, c'est un autre exercice en état hypnotique aussi, d'une petite qui disait toujours oui à tout le monde à l'école. Et en fait, on lui faisait faire que des bêtises et celle qui se faisait gronder tout le temps. Donc là, elle imagine une fée qui vient, qui lui donne une sucette à la framboise ou je ne sais quoi. C'était une petite fille asiatique. Les dessins, ils sont beaux. Et du coup, maintenant, ça y est, elle osera dire non quand on lui demande de faire des choses. Avant, elle disait toujours oui. Je crois que je l'ai mal dit tout à l'heure. Voilà. Ça, c'était une petite qui, 9 ans, qui tous les matins avait mal au cœur au moment d'aller à l'école. Et qui, donc, évidemment, les parents sont venus en me disant non, elle a des gros problèmes à l'école, ça ne se passe pas bien, elle n'aime pas l'école, elle a du mal à apprendre, etc. Et en fait, ce n'était pas du tout ça le problème. Le vrai problème, on l'a su en faisant cet exercice, c'était que les parents, tous les matins, se disputaient pour savoir qui allait l'accompagner à l'école. Parce qu'il fallait que l'un des deux l'accompagne. Et en fonction de leur emploi du temps, c'était tantôt l'un, tantôt l'autre, mais pas très régulier. Et en fait, après avoir fait cet exercice en état hypnotique où elle reçoit la médaille du courage pour pouvoir aller à l'école, en fait, elle m'a raconté le vrai problème. Le vrai problème, c'était qu'à cause d'elle, ses parents se disputaient. Donc ça, c'est simple. À la fin de la séance, je lui ai dit, écoute, maintenant, il va falloir, si tu es d'accord, qu'on en parle un petit peu avec ta maman pour voir comment on pourra arranger les choses. Donc, du coup, la maman est venue à la fin de la séance. On en a discuté ensemble. Et puis, la maman a dit, mais attends, si c'est que ça ne valait pas la peine d'aller voir le médecin, faire des examens pour ton ventre. Et il suffisait de le dire. Mais souvent, les enfants n'osent pas dire. Ils n'osent pas dire parce qu'ils ne veulent pas faire de peine. Donc, voilà, ça peut les aider.
Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vous mets un petit peu en vrac. Oui, c'est un autre petit garçon, pareil, qui n'était pas sûr de lui. Et il rencontre une vieille dame qui va lui donner tout son cœur pour qu'il réussisse à être plus sûr de lui à l'école et qu'il ose répondre et donner les réponses à la maîtresse en classe. La pyramide, c'est aussi un exercice pour aller chercher les ressources. Et là, c'était celui qui avait le TDAH. Donc, il était allé chercher dans la pyramide, toute une histoire, hein, la force, il va chercher un trésor en fait, hein, pour réussir davantage. Hein. Lui, c'était vraiment être plus sage en classe. Et puis, lui, François, c'était la statue de la confiance. Il a vu une statue dans la pyramide qui lui a donné confiance en lui. Voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On travaille avec des aquarelles. Ça peut être avec d'autres photos d'animaux, hein, pour faire raconter ce qui se passe. Hein, quel animal tu aimes, lequel tu n'aimes pas, à qui tu aimerais bien ressembler, qu'est-ce que ça changerait? Du coup, il y en a une un jour à propos du cheval qui disait, du coup, j'arrêterais peut-être un peu moins de faire ma chef parce que je fais trop ma chef et mes copines, elles ne sont pas contentes. Et puis la maîtresse, elle n'est pas contente non plus parce que je veux toujours être la première et je réponds à la place des autres. En fait, ils vont vous raconter plein de choses. Donc, tout ça, ça permet d'avoir vraiment des informations. J'ai encore 2-3 petites choses. Là, je vous ai mis toutes les techniques PNL, enfin pas toutes, mais certaines en tout cas, que vous connaissez probablement, qui sont vraiment dans l'enseignement classique, hein, de la PNL, le score, détermination objective, position de perception, hein, pour tout ce qui est relationnel, tout ce qui est travail sur les différentes parties de soi. Donc ça, c'est plus pour les ados, pour mieux se connaître ou se motiver, oui, plus côté motivation, se connaître aussi beaucoup, les niveaux logiques pour booster, hein, pour la motivation, externalisation pour réduire les peurs, travail sur les valeurs, j'en avais parlé un petit peu, le cercle et le voyage du héros. Donc le score, vous connaissez, hein, on travaille sur les ressources, on travaille sur la situation, sur les causes, sur les objectifs, ressources, et puis les effets, ce que ça va t'apporter quand tu auras réussi tout ça. Et ça, évidemment, en étant associé, dissocié, moi je les fais bouger beaucoup. Hein, quand ils sont sur la situation, ils sont debout devant le papier. Et après, on va s'asseoir dans un coin. Après, ils reviennent, etc. Donc, ça leur donne plusieurs perceptions de la situation. Valérie, juste pour information, on a encore 10 minutes. Oui, j'ai vu. Merci beaucoup. Et ça ira. Merci beaucoup. Merci Alain. Oui. Voilà, l'alignement des niveaux logiques, je pense que pour la plupart, vous connaissez. Hein, c'est pour vraiment booster aussi environnement, comportement, capacité, valeurs, croyances, identité, ancrage. Je fais faire énormément d'ancrage aux enfants, hein, notamment pour la concentration. Je leur fais faire des générateurs. Hein, tout ça, c'est dans les programmes de PNL, hein, de praticiens, je crois. Maître praticien, je crois, ou technicien. Donc, beaucoup d'ancrage. Moi, ce que je vous montre, c'est plus l'application de ce que vous connaissez en PNL aux enfants. Hein, c'est plus ça le but là aujourd'hui. Le carré magique, pour ceux qui connaissent aussi. Hein, donc, l'enfant se met dans le présent, dans la situation présente. Il est en P1. Le 1, c'est lui. Il dit ce qu'il veut réussir, quel est son objectif. Et puis, comme dans les positions de perception, il va imaginer des personnes qui lui donnent des conseils. Hein, plus que des conseils, qui l'encouragent. Donc, en P2, ça va être quelqu'un de proche. En P3, ça va être un modèle ou quelqu'un qui les inspire. Et puis après, il va aller dans le passé. Dans le passé, lui, il va se stimuler pour réussir quelque chose. Ça, je vais vraiment beaucoup l'utiliser pour les questions d'implication, en tout cas à l'école. Lui, il s'encourage dans le présent. D'autres personnes aussi. Puis après, il va dans le futur. Il a tout réussi. Et puis là, il peut se féliciter parce que maintenant, ça y est, il sait être attentif en classe. Il sait ce qu'il veut. Et il a réussi surtout. Voilà. Et puis, je vais juste terminer sur mon préféré, qui est le voyage du héros. Voilà, tel que je le propose pour les enfants ou les adolescents. Donc, on part d'une difficulté qui est le dragon. Et puis, on va travailler en fait sur des ressources qui vont être des archétypes. Donc, pour les enfants, ça va être des personnages, des innocents. L'innocent, c'est celui qui est heureux, pour qui tout va bien. L'orphelin, il est triste, il a peur de ne pas réussir. Le super-héros, le justicier, il y va parce que c'est juste et voilà, il défend ses idées. Le voyageur ou le vagabon, il se met un petit peu en retrait parce que lui, il fait comme s'il ne voyait pas
la difficulté. Hein. Si par exemple vous avez un enfant qui fait des colères, vous lui dites faire le vagabond, c'est voyageur, c'est tu vois que la colère arrive, tu dis non, pas aujourd'hui, pas maintenant. Mais tout ça, c'est pour travailler sur des stratégies aussi. Le guerrier qui combat et le magicien. Voilà, je vous montre juste avec quel genre de photos je le propose, parce que je trouve que c'est très intéressant de le faire avec des photos, donc des photos d'animaux, et puis des photos de personnages. Donc le dragon, c'est ma difficulté à être concentrée, la peur d'échouer, la peur de me faire gronder, voilà, ça va être vraiment des peurs. Et puis des personnages, donc la petite fille là, c'est l'innocent, tout va bien. Vous avez l'orphelin, c'est celui qui est triste, il pense vraiment qu'il ne va pas y arriver. Donc à chaque fois, on va chercher les ressources que la personne a réellement dans d'autres contextes pour voir après comment elle pourrait les appliquer dans ce domaine-là. Donc il y a le justicier, elle, le voyageur, le guerrier, le sage. Voilà. Pour terminer. Et puis, si ça vous intéresse, une petite qui m'avait fait ça un jour, j'ai trouvé que c'était génial. Et puis, si ça vous intéresse, je me permets de vous mettre, Alain, si tu es d'accord, le site. Tout à fait, tout à fait. Oui, je peux. Donc, www.lapnlpourlesenfants.com. Et puis, je vous mets mon mail. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires ce soir, ou que vous voulez voilà, si vous avez des questions particulières, ou si vous êtes intéressé par les formations par la suite. À 3 minutes près, Alain, je crois qu'on y est. On est moins 3. Moins 3. Ouais, moins 3. Est-ce que quelqu'un aurait une question avant qu'on ne se quitte? Si on dépasse de quelques minutes, ça va aussi. Hein. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, ça va. Non. Moi, je voulais juste demander à Valérie, elle a parlé tout au début des séances à thème. Est-ce Oui. qu'il y a les informations sur ton site internet, si on peut... Il faut que je les mette. Il faut que je les mette. Sinon, vous avez mon Pour savoir mail. comment on est au courant. Non, oui. tout à fait. Non, je les mets, mais c'est vrai que je ne mets pas toujours suffisamment à temps. Mais il y en a quelques-unes d'indiquées. Sinon, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous m'envoyez un mail et puis je vous tiendrai au courant. Hein, mais sinon, je vais C'est mettre... ouvert à tout le monde, pas seulement à tes élèves ou... Ah non, c'est ouvert à tout le monde. Ok. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Alors, il y a des formations de PNL enfants sur 2 jours avec le voyage du héros. Il y a une formation plus spécifique ado sur 2 jours aussi, donc plus sur les valeurs, ce cercle, etc. Il y a 4 jours de systémie, donc c'est en plus le travail d'accompagnement avec les familles, c'est-à-dire avec les parents et puis les recadrages positifs, la place de chacun par rapport à tout ça. Et le 3e livre que j'ai fait, c'est sur la thérapie familiale systémique, donc c'est vraiment les interactions dans la famille. Et puis, en termes de formation, il y a 4 jours, non, c'est 2 jours sur l'hypnose. Là, il faut déjà avoir des bases en hypnose. On n'a pas besoin d'être maître praticien en hypnose, mais avoir des bases en hypnose, savoir faire une induction, par exemple. Et puis, après, il y a effectivement des matinées à thème que je propose au fur et à mesure quand les personnes me disent « Ah, on voudrait tel ou tel thème ». Donc, voilà. Et puis, de révision de techniques PNL adaptées aux enfants. On en a fait une sur le... Je pense que c'était le carré magique et puis le switch, je ne sais plus. Enfin bref, ou les niveaux logiques qu'on avait revus, mais adaptés aux enfants tels que je les propose. Voilà, donc il y a des techniques comme ça. Donc c'est de 10h à midi, certains matins. Il y en a 1 ou 2 par mois. C'est en distanciel? C'est en distanciel. Ok, super. Ah, oui. Donc, envoyez-moi plutôt un mail et puis comme ça, je vous tiens au courant. Puis je vais essayer de mettre à jour sur le site. Voilà, sachant ce week-end, je donne une formation, donc je n'aurai pas le temps, mais je m'en occupe dès que je peux. Oui. Il y a bien des formations qui sont faites en présentiel? Alors, il y en a en Suisse actuellement, et puis il y en a dans un institut qui est IPE, PNL humaniste, chez Pascal Serrano, où je fais en présentiel. Et où en région parisienne. Sinon, maintenant, c'est plus par Zoom, parce que depuis qu'on a démarré avec Zoom, il y a des personnes qui s'inscrivent, qui sont en Suisse, qui sont au Canada, il y a des personnes, il y en a qui sont à La Réunion, il y en a qui sont vraiment un peu partout. Donc, je ne peux pas leur dire de venir en région parisienne maintenant. Je suis un peu bloquée par ça. Pour le moment, il n'y a pas en présentiel. Du coup, il faut aller sur le site de l'IPE pour regarder les formations en présentiel? Tu peux. Oui, tu peux.
tout à fait. Après, moi, ce que je fais, c'est que s'il y a des personnes qui sont intéressées par une formation en France et à l'étranger, j'ai fait pareil, je suis allée au Canada comme ça, et qu'il y a 10 personnes dans la même région, enfin, qui sont intéressées, je me déplace. Je suis allée à Belfort, je suis allée à Montpellier, je suis à différents endroits. À partir du moment où il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, parce que moi aussi, je préfère en présentiel chaque fois que c'est possible. Et c'est plus simple que ça soit moi qui me déplace plutôt que 10 personnes. Pour le moment, je suis encore en région parisienne. Ah. Très longtemps. En profiter. Oui. Non, mais moi, en région parisienne, je peux le faire, mais c'est vrai que j'ai des personnes qui ont démarré ces formations il y a plusieurs années, enfin à partir du Covid, hein, et qui sont loin. Je devais aller en Belgique aussi, et finalement, ça n'a pas pu se faire au moment du Covid. Enfin voilà. Donc ces personnes viennent régulièrement et je ne peux pas leur dire de venir. Enfin bon, voilà. Donc oui, je suis ouverte au présentiel et je préfère. Mais pour le moment, il n'y a pas. J'ai pas vraiment repris mon cabinet comme je faisais avant, par petits groupes. Ok. Pas d'autres questions? Moi, j'avais une question peut-être sur, vous avez dit au départ, donc il y a 3 livres qui existent. Oui. Est-ce que très rapidement, donc du coup le 3e, j'ai entendu de quoi il traite, et les 2 premiers? Alors, il y a celui que montre Alain, donc aider l'enfant avec la PNL. Celui-là, c'est vraiment sur les enfants. Il y en a un sur les ados, qui est destiné aux ados et un peu aux parents d'ados aussi. Ouais. Et puis Alain, il faut que tu enlèves ton fond. Ah ouais, c'est ça. Et le troisième, c'est thérapie familiale systémique. Donc, c'est vraiment plus le travail avec les recadrages positifs, les questions circulaires, voilà, plus le travail systémique. Voilà. Alors, ils ne sont plus sur Amazon. Aïe. Ils le sont juste en e-book. Par contre, si vous les voulez en papier, envoyez-moi un mail directement ou sur le site, vous pouvez l'avoir. Mais sur le site, c'est un peu compliqué. Si vous en prenez 2, ils vous font payer 2 fois les frais de port. Donc, il vaut mieux m'écrire. Parce que de toute façon, c'est moi qui les envoie. Ils sont en Espagne. Ils ont été édités en Espagne. Donc, moi, j'ai le stock en France et c'est moi qui les distribue. Donc, si vous en voulez, il vaut mieux que vous m'écriviez directement. Oui, oui. C'est plus juste. Bon, j'espère que ça vous a donné quelques idées. Très bien. Est-ce que vous pouvez mettre votre adresse mail dans le chat pour qu'on puisse la noter? Que j'ai Oui. pas... Donc, Valérie-du-6 Mounier @hotmail.fr. Voilà. Merci. Merci. Super. Voilà. Eh bien, en tout cas, je te remercie Valérie et je trouve que vraiment c'était passionnant cette soirée. J'ai beaucoup aimé et je pense que plusieurs ici ont apprécié aussi. Je trouve ça vraiment chouette parce que c'est vraiment très complémentaire à ce qu'on fait, nous, au niveau de l'apprentissage. Et c'est vraiment 2 facettes qui sont tous les 2 utiles. Et donc, je suis ravi que les gens qui ont fait ma formation voient aussi l'autre facette qui existe, que tu représentes. Et j'avais déjà entendu certains, enfin j'en ai déjà tellement parlé qu'il y en a certains qui ont déjà pris contact avec toi, mais je trouve qu'effectivement, je suis pour le fait que quand les gens ont fait ma formation, qu'ils aillent aussi faire un tour chez toi parce que c'est vraiment très utile. Quand on est face aux enfants, on n'a pas le choix, les deux besoins sont là, quoi. Et donc, je suis ravi que tu aies pu en parler et que les gens aient pu y goûter juste une petite soirée. Mais voilà, si ça les intéresse, ben, c'est bien, ils ont maintenant ton adresse mail, ton site internet. Et j'espère qu'il y en a plusieurs qui vont te contacter. Merci beaucoup Alain. J'étais très contente aussi de pouvoir partager ce soir. Merci beaucoup. Et donc, je vous rappelle qu'on a une autre conférence qui est au mois de juin, je ne sais plus exactement la date, qui sera sur les liens entre les stratégies d'apprentissage PNL et les sciences cognitives, d'essayer de faire les liens entre les deux. Et donc, ce sera Fanny de Mulder qui fera ça au mois de juin. Angélique, tu te souviens de la date, toi? Ou Claire? 1er juin. 1er juin? Ah, ok, voilà, super. Voilà.
Et David. puis, il y aura une suivante qui sera, je ne sais plus, on hésitait entre septembre et novembre, mais voilà, avec Dominique Robert. En tout cas, voilà. Donc, on a d'autres conférences qui viendront et je vous souhaite vraiment avec plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée. À très bientôt.